On ne veut pas regarder. On ne veut pas regarder le problème. Le problème, effectivement, c'est qu'on donne notre représentation, qu'on ne veut pas se conduire comme des adultes. C'est pour ça qu'on va chouiner dans la rue. Et c'est pas pour critiquer les gens qui manifestent et qui se bougent les fesses, parce que heureusement qu'il y en a qui se bougent les fesses. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas de voir tous les conditionnements qui sont ancrés en nous, qu'on nous a appris depuis tout petit. Ça a commencé avec nos parents qui ont accepté ce système, qui l'ont subi eux aussi, qui nous ont appris à nous y conformer, et donc à accepter tous ces mensonges, petits mensonges. Et comment on cache un mensonge? Par un autre mensonge. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'on arrive à accepter cet état de fait de ce système cannibaliste, qu'on n'arrive même plus à remettre en question. Alors que, mais c'est juste une compréhension. À partir du moment où on n'est plus d'accord, qu'on ne délègue plus sa représentation, bah de fait, il n'y a plus de représentants, donc il n'y a plus d'argent, donc il n'y a plus de propriété, donc il n'y a plus de tout ça, donc il reste que de la collaboration, vu que tout ça, ça reste, ça est. La maison dans laquelle je suis, il n'y a personne qui va venir rentrer dedans pour se dire maintenant j'habite là. Qui cherche la... À partir du moment où on a retiré les problèmes, ces problèmes étant liés à l'argent, vu que c'est tout le monde court après. La propriété, mais tout ça, c'est lié qu'à nos maîtres. Ouais, mais c'est pour ça que l'agenda 30 il détermine le fait que c'est la fin de la propriété pour tout le monde. On nous donne toutes Pour les clés pour absolument tout le comprendre. monde. On nous donne Donc, toutes les clés pour justement, comprendre où il faut aller. Maintenant, est-ce il qu'on est donne prêt à faire l'effort de faire cet exercice, de regarder que le mensonge, il est en nous, on est le premier menteur? ouais, le fait, c'est que, bon, eux, ils ont dit que la finalité, c'est ça, mais que au bout du compte, c'est est-ce qu'on aura compris en vérité ce qui se passe? C'est pas la lecture de l'agenda 30 qui permet de savoir quelle est donc la véracité de cet agenda, et en fin de compte, le comment du pourquoi. C'est les pyramides levées dans le désert. Et derrière, bon, c'est vrai qu'après, on peut retourner sur les peuples premiers et on comprend mieux les glyphes qu'ils ont donnés, c'est-à-dire à la fois ce principe-là, là, voilà, c'est-à-dire la section d'or du nombre d'or, à la suite de Fibonacci, ce qu'on appelle la surconstruction. Bon, ça bug un petit peu. Donc, Non, on mais comprend. ça Ouais, gère un donc, je pense. ouais, c'est pas grave. Alors, on se rend bien. Ah, ça a complètement planté. L'effondrement dans la masse. L'effondrement dans la masse, il va générer le déploiement de l'espace et du temps, l'univers tel qu'on le connaît. Ensuite, on a la mécanique de l'univers dans son mécanisme. On voit la réglementation de l'univers d'un point de vue technique, l'expression des lettres de l'alphabet qu'on utilise. Voilà, on va voir les sommes d'informations qu'on a dans le déploiement structurel de l'univers, les rapports géométriales, les rapports d'équation, les principes de réfraction, diffraction, la lumière, les principes d'angularité, tout est là. C'est-à-dire que tous les spectres, qu'ils soient audio, visuels, toutes les gammes sont là, tout ce que Tesla connaissait, on l'a aussi. C'est-à-dire qu'il ne manque rien. C'est là où c'est phénoménal. Alors, ce savoir-là, il est posé là dans le désert depuis perpète les oies. Et on ne l'a pas que dans le désert. Ça veut dire que moi, je vais utiliser un référentiel à la période pyramide, mais si je me déplace dans les civilisations antédiluviennes, on se retrouve avec le même savoir, c'est l'univers d'un point de vue dimensionnel, c'est la valeur cube, ce qu'on appelle le cercle des dieux, Hermès, j'en passe des meilleurs, mais on retrouve ça aussi dans des civilisations qu'on appelle des peuples premiers. On retrouve ça dans la construction de leurs cahutes, dans l'architecture qu'ils utilisent à former leur village, et ainsi de suite. Ils sont les descendants de peuplades qui maîtrisaient des mathématiques et la structure et la réglementation universelle à un haut niveau et dont les hommes n'en ont plus la mémoire. Alors, on retrouve les termes de maths, voilà, c'est le principe mathématique ou ce qu'on appelle ou arithmétique du monde miroir. Voilà, on a ça dans les fameuses formules abracadabra, dans le verbe, le principe père et effectivement le système de déploiement dans les valeurs relationnelles. On a dans ce qu'on a dans
les peuplades, les fameux Saxes, l'Abrasaxe, et on retrouve ça tout au long de l'histoire humaine, et ça même dans les appellations comme les fameux Gaulois, les fameux Galles, la valeur légale, c'est les fameux Gaulois, la valeur Galles, c'est les valeurs terriennes qui vont permettre de légiférer des choses dans la matière. Donc, on est les fameux Galles, les Galles des Gaulois, c'est nous, mais ces fameux Gaulois en tant que nous, c'est la valeur Galle, dit légale, de ce qu'on connaît dans la valeur dit légalisée, du mot dans le verbe. Mais ça, ce mot-là, ne date pas d'une période qu'on a aujourd'hui, c'est une période de langage et des termes utilisés au langage où les pyramides étaient en activité via les populations qui l'exerçaient, puisque ce sont les trois castes qui régissaient l'ensemble de l'édifice dans les principes de division. Donc on s'aperçoit à la fois que les langages très anciens, comme les sumériens, sont encore parlés. Le langage sumérien, c'est le hongrois, je crois, d'aujourd'hui. C'est le langage n'a pas varié du tout et il n'a quasiment même pas évolué. C'est incroyable. On retrouve tout un tas de langages comme ça. Oui, et on retrouve ce qu'on retrouve dans l'islam, c'est-à-dire l'écriture arabe, c'est de l'écriture du sanskrit, où effectivement le mot homme ne signifie pas l'homme, nous en tant qu'individu humanoïde, mais l'homme, le tout. Alors on est l'homme dans le tout parce qu'on est un univers, dans cet univers, en monde miroir dans la notion de flux. Donc nous, le français, on va utiliser deux M dans ces notions-là, et on retrouve une reconstruction à la fois phonétique et phonique dans l'écriture à représenter à la fois dans l'écriture et dans l'orthographe que nous allons utiliser, mais en plus dans le rapport dimensionnel qui va réexprimer ce qu'on est. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais effectivement les lettres, les mots, elles ont un réel pouvoir, c'est normal, parce que ce pouvoir est dû à la structure dimensionnelle de notre univers, et une chose en appelle une autre. C'est quand effectivement, si je craque deux silex ensemble, j'aurai du feu, j'aurai une flamme. Si j'ai du feu, j'ai une flamme, j'ai aussi de la lumière. C'est des phénomènes qui sont liés dans des rapports dimensionnels. J'ai de la lumière, j'ai aussi de la chaleur, et ainsi de suite. Un phénomène n'est pas tout seul, il est accompagné d'autres phénomènes qui vont s'amplifier les uns avec les autres. Cette flamme, elle va consommer de l'oxygène et ainsi de suite. Et derrière, il me faut du combustible. C'est tout un tas de choses qui sont liées. Or, les lettres que nous utilisons ne sont que les réglementations de l'univers ou l'expression de l'univers dans son système de déploiement. C'est pour ça, des fois, les poèmes nous touchent. Il y a des choses qui nous touchent parce que tout ça, ça s'ancre dans la matière et dans le conscient, le subconscient. Et des choses qu'on ne voit pas de l'autre côté de cette planète ont une influence sur ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la parabole du papillon. Voilà. Ça a bugué ? Non. Alors il y a une chose, on en avait vaguement parlé, mais effectivement, dans beaucoup des choses, tout à l'heure déjà, si je pourrais rebondir déjà sur un truc que tu as dit, ce serait mieux. Tu parlais du fait que quand on n'a pas une certaine connaissance des symboles, qui sont, comme tu l'as dit, ils sont pas cachés, en fait, ils sont partout. Quand on a la connaissance de ces symboles, du coup on a une autre grille de lecture, et effectivement on s'aperçoit qu'ils sont nombreux, qu'ils sont partout, et dans ces symboles, dans beaucoup des symboles que tu exprimes, que ce soit le cube, que ça soit l'équerre, le compas, que ça soit tout ce qui sert à la mesure justement, dans ma grille de lecture à moi, ça vient d'un vieux culte. Alors je suis parti d'aujourd'hui des symboles que je peux observer avec la justice. Donc la justice, c'est aussi la balance, et donc c'est un outil pour mesurer aussi. Et donc tout ça, c'est des symboles qui sont liés à Saturne, comme l'œil qui voit tout, comme en tout cas dans ma grille de lecture, hein, qui n'est pas je veux dire, j'ai pas fait beaucoup de symbolique, mais mine de rien, il y a tout a l'air de tourner autour de ce culte.
à travers le temps, que ça soit le déluge, la montée des eaux, aussi les mondes souterrains, le fait de se cacher la tête, le cube, on l'a dit. Certainement que t'as une idée là-dessus. C'est une idée qui enfin, c'est toujours ce savoir qui est diffusé à travers différents courants, etc. Alors le problème avec les points de vue référentiels, c'est que quand tu parles du culte de Saturne, c'est pas le plus ancien, et à travers l'histoire, c'est toujours des cultes qui ont des rappellations et des redénominations et les appellations varient. Maintenant, plus on avance, plus et on va dire qu'à certaines périodes de l'histoire, on va arriver à reconnaître ces cultes, à reconnaître ces cultes dans le changement d'appellation, mais où parfois dans l'image dont elles nous sont véhiculées, elles nous parlent plus à certains qu'à d'autres. Et parfois, dans le concept, à une certaine période de l'histoire, et là on parle de la période gréco-romaine, les principes sont mieux adaptés aux civilisations nordiques que nous sommes, et un petit peu au miroir de notre société. C'est-à-dire que les concepts sont beaucoup plus, nous parlent beaucoup plus, hein, Bacchus, ainsi de suite, le vin, Junon, Athéna, Jupiter. Et donc, c'est vrai que ça nous parle beaucoup plus parce qu'on est issu un petit peu de l'école gallo-romaine dans la forme culturelle. Alors, oui, ça va nous parler, mais est-ce que c'est réellement de là d'où ça vient? Et tout ça, ça aide à nous faire comprendre l'univers et sa réglementation, les liens de cause à effet, les choses qu'on devrait faire, les choses qu'on ne devrait pas faire. On se retrouve bien sûr avec donc les philosophes de l'époque, Démosthène, Aristote, Socrate, Platon, et dans toutes ces écoles-là, parce que bien que ils se soient succédés, on y retrouve un petit peu des morales politiques, sociopolitiques dans le cadre d'existence en société, une vision où aujourd'hui, quand on parle de démocratie, on va parler d'Athènes, et donc le tirage au sort, ou ainsi de suite. C'est-à-dire que les gens se cherchent une identité à travers comment on fait pour établir plus de justice à travers les hommes, sans en comprendre les valeurs qui permettaient aux populations de l'époque d'aborder certains concepts avec une philosophie qui leur était propre et dont le panthéon du divin leur suggérait effectivement de visualiser le monde d'une autre manière. Alors, quand tu parles du cube de Saturne, il y a ceux qui comprennent effectivement ce qui est en haut, ce qui est en bas. Le cube, c'est la perception d'un culte très très ancien qu'on appelle le baphométisme. Le baphométisme, c'est ce qu'on appelle l'école du zoroastrisme, et ce sont des vieux gardiens qui gardaient les populations dans l'art de leur enseigner à la fois les arts médicaux, et donc effectivement on reconnaît le principe du bouc, le bouc qu'on va retrouver un petit peu partout, où souvent on l'attache à Satan, c'est ce qui est totalement faux, mais qui a pour principe de dire c'est la notion de celui qui frappe, c'est l'esprit frappeur. C'est cette connaissance, parce que le bouc, donc là il faut bien comprendre que la valeur du nombre d'or, elle est connue depuis très longtemps, et c'est effectivement ce qu'on peut trouver dans le bouc en lui-même. Alors les boucs varient, mais ces boucs avec cette espèce de boucle comme ça, c'était déjà connu. C'était des notions de savoir caché. Et c'est pour ça que le bouc, dans le principe baphométisme, il est resté. Et donc,
Après, puisqu'on a voulu effrayer des gens au savoir, alors c'est pour ça que les valeurs du pentagramme, on disait que c'était à l'envers ou à l'endroit, c'était quelque chose qui portait malheur au bonheur. C'était surtout pour que les gens ils t'emmerdent pas avec le savoir, qu'ils aillent faire un tour ailleurs. En général, c'est très dissuasif. Il suffit de lancer de la superstition aux gens, la confusion fera le reste. Alors qu'effectivement, le pentacle est plein effectivement, est très significatif, et ça parle à lui tout seul. Comme beaucoup de... il parle à lui tout seul, mais c'est pour ça que quand les gens voient cette étoile à 5 branches, alors moi j'en ai une sur mon bonnet, elle est rouge, donc les gens pensent que c'est du communisme, machin chose, c'est juste la section d'or, du nombre d'or, c'est des mathématiques pour moi. Et donc, les gens trouvent ça, ils essayent de trouver quelque chose qui soit autre que ça. Non, c'est que des maths. Et donc, du coup, en plus, c'est un très vieux bonnet qu'on m'avait filé. Je trouvais ça assez marrant. Mais donc, en fin de compte, les gens, les érudits, pour pas être emmerdés, ils savent que les gens sont superstitieux. Et donc, du coup, il suffit de leur balancer un truc, ils croient ou ils croient pas, de toutes les façons, ils partent avec ça. Et ça va qui croient pas, ça va les occuper. Qui croient, ça va aussi les occuper. Et donc, ils seront toujours pas dans la vérité. Pour l'instant, t'en es débarrassé. Et donc, le principe du cube qui est le pouvoir absolu, parce que c'est la connaissance de toute chose dans les rapports dimensionnels, c'est la législation de la représentation. Ça permet à ceux qui l'ont de pouvoir piloter en disant vous allez élire celui-là ou celui-là. Les puissants restent à part. C'est pour ça que Marc Aurèle, lire Marc Aurèle, ça permet de comprendre que César n'avait aucun pouvoir. C'était un pion dans le dispositif d'être César qui permettait aux puissants de jamais être en contact avec les populations. Et en fin de compte, s'il y en a un qui paye les pots cassés, il fera en sorte qu'il y ait un autre César pour le remplacer. Voilà. Mais en fin de compte, la sécurité dont ils jouissent, ils en seront jamais inquiétés, et que le pouvoir omnipotentiel qui gère l'ensemble des populations et visuel des populations, à savoir contre qui on va se retourner, si jamais ça merde, ce sera jamais les élites en elles-mêmes, c'est-à-dire les puissants, et derrière, toujours un pouvoir qui, pour eux, sert de référentiel, un petit peu comme nous, Macron, et derrière, où les élites qui pilotent tout ça sont de l'ordre de l'invisible pour plus de 90% de la population. Voilà. Et donc, c'est vrai que le cube, il porte tellement de notions en soi que le cube porte aussi les notions du pentagramme sacré et effectivement la section du nombre d'or, le rapport de cercle, la formulation du cube et en fin de compte, l'art du divisé pour mieux régner. C'est la notion de Saturne, Saturne-Mars, en l'occurrence pour la notion active, les gens n'ont pas la mesure de comment on fait la guerre. On se retrouve avec Sensi, où effectivement l'art de la guerre, mais quand tu occupes déjà la place, en fin de compte, les guerres que tu fais, c'est des guerres pour occuper les gens entre eux, parce que tu as déjà le contrôle de toutes les choses, et donc du coup, pendant qu'ils sont occupés à se battre entre eux sur ça ou ça, ou tous les combats qu'on connaît dans notre société, tu as le logement, tu as ceci, tu as cela, sauver les lapins, sauver les phoques, sauver ceci, et en fin de compte, ceux qui pilotent le système, ils sont tranquilles, tu es déjà occupé à t'emmerder avec tout un tas de formalités administratives, tout un tas de ceci, tout un tas de cela, que d'ici à ce que tu travailles, que tu étais déjà piloté sur pas mal de trucs, tu t'aperçois que le jour où tu travailles, tu te dis, mais toute ma vie, on m'a pris pour un con. Il y a des gens qui se sont réveillés entre les gilets jaunes, s'apercevoir qu'il y a les Rothschild. Les gens s'aperçoivent que c'est les Rothschild qui pilotent la Banque nationale de France depuis 73, mais la Banque de France et le bureau des assignats, c'est Napoléon qui l'avait donné à 15 familles à l'époque. C'est-à-dire quand la monnaie, les Rothschild, ils étaient déjà là à l'époque de Napoléon. Donc jamais la monnaie française n'a frappé pavillon français, un petit peu comme la monnaie américaine.
Voilà, ces familles-là et moi, ceux qui pilotent pour le système en apparence nos civilisations, donc on va pouvoir reconnaître le nom de famille à travers l'histoire. Et puis si on cherche bien, on va aller jusqu'aux Mérovingiens. Et puis derrière, si on va encore plus loin, euh, plus dans le passé, on va chez les Borgia, et puis on va plus loin, on va retomber jusqu'aux périodes de l'Égypte dynastique. Ça va très très loin. Alors c'est exactement pareil avec la Chine, parce que la Chine aussi a connu le même système, avec l'apparition d'écriture qui est dite d'une certaine manière, mais dont l'évolution n'est pas sans dissemblance avec ce qu'on connaît là aussi chez nous. T'as des exemples de transposition asiatique ils utilisent quel genre de symbole? Sur la Chine, on retrouve les anciens glyphes. Après, le chinois, en tant qu'écriture, elle a connu d'autres variantes. Les variantes qu'on connaît sont de civilisations qui relèvent du sanskrit. Et le sanskrit, on le retrouve beaucoup en Asie, on le retrouve dans l'écriture arabe, dans le style. L'arabe, c'est pas du sanskrit, c'est une autre évolution, parce qu'il y a pas la même racine. Il y a ce qu'on appelle l'écriture arabe, elle évolue du sémitique. Le sémitique, c'est à la fois du sanskrit, mais aussi ce qu'on avait de l'araméen. Mais toutes ces langues qu'on appelle, c'est des langues administratives qui ont permis à des populations et à des castes elles-mêmes d'en avoir la maîtrise, un petit peu comme nous, le français. Nous, on utilise le français, aujourd'hui, on utilise un français unifié, mais ce langage-là n'était au départ qu'un langage administratif, et longtemps, il l'est resté. C'est-à-dire, entre son apparition au XVIe siècle et ce qu'on a pu en connaître à l'époque moderne, le langage où le français était largement utilisé, c'était dans les castes plus élevées et des gens qui avaient accès à l'administration, ou parfois on l'utilisait pour des attraits qui étaient tout simplement commerciaux. Et on parlait le français en France. Effectivement, mais pour unifier, pour unifier pour unifier les lois et pour faire un peuple, il faut unifier le langage. Alors, ils unifiaient les lois dans le cadre de contrôler les populations, et ils avaient des crieurs publics qui criaient dans le langage de région. Et il y avait même des glossateurs, des gens qui étaient censés traduire les différents langages, et donc ils ont eu un rôle important pour choisir un peu comme ils voulaient. Le français unifié, on le connaît réellement que après la Deuxième Guerre mondiale. Et pas avant. Le français, comme on vous le vend du cinéma hollywoodien, machin chose, l'apparition du cinéma, ça a permis une certaine diffusion que d'autres ne comprenaient pas. C'est comme si je te passais là aujourd'hui des films en russe à la télévision française, tu dirais, je comprends pas ce qu'il dit. Et c'est comme si on passait à notre époque des films en VO US, la plupart des Français ne comprendraient pas ce qu'ils disent. Ce serait diffusé, mais c'est ce qui arrivait quand l'apparition du cinéma, tout le monde ne parlait pas le français. Et nous, nos anciens ne parlaient pas le français. Ouais, c'est arrivé que tardivement. C'est ce qui a toujours permis aux puissants de régner en maître, parce que d'un pays à l'autre de France, dans les pays de France, on ne parlait pas tous le même langage. Voilà, le nombre de langues de pays. Voilà, parce qu'on aime bien dire que la France est un pays. La France n'est pas un pays. La France, c'est une nation. Depuis Clovis, c'était déjà entériné. Charlemagne et le code Charlemagne l'ont entériné largement. Mais c'est une nation. C'est la nation des peuples frères. On les appelle les Francs. C'est avec l'attaque effectivement de tribus nordiques, où les tribus francs sont venus donner leur expérimentation aux armes, et en l'honneur de ce dernier frère qui était venu donner la phalange franque, on s'est appelé les Français.
C'est tout, c'est en hommage aux frères, mais c'est la nation des peuples frères. C'est d'une des plus vieilles nations multiculturelles et multi-religieuses, parce que la chrétienté, c'est une religion d'État. Avant, et là, tu te rends bien compte que quand tu vas dans les pays de France, les robouteux ne manquent pas, et toutes les cultures qu'on peut avoir qui sont un petit peu du paganisme dans les régions de France qui sont les résiduels de phénomènes socioculturels que chacune des nations, des nations, parce qu'il y avait aussi des nations dans les nations, dans cette même nation, puisqu'elles vivaient entre elles, et ben, pratiquaient des rites qui leur étaient propres. Voilà, c'était. Voilà. Pour résumer... Là, les gens, ils aiment raccourcir l'histoire. Voilà. Pour résumer, le volume de la pyramide n'est pas en notre faveur. Les règles, c'est pas en notre défaveur. C'est pas ni en notre faveur ni en notre défaveur. Le problème, c'est que la pyramide, elle utilise toutes les capacités de la force d'inertie et elle connaît le talon d'Achille de chaque être humain. Tu te doutes bien que quand tu te balades avec le savoir universel et que, en fin de compte, tu règnes en maître sur la représentation des gens, qui ignorent la législation de la représentation, et qui sont persuadés qu'en allant donner leur représentation, ils vont la gagner. Mais alors du coup, il faut tendre. Mais malgré tout, il faut tendre vers un autre volume qui a d'autres lois. Oui, mais c'est ce qui nous, c'est là où ils nous pilotent en fin de compte. Mais ils se disent bien qu'à un moment donné, on va se fatiguer. Oui, c'est souvent je dis Macron, des fois, il doit se dire ah, putain, mais je vais les fouetter jusqu'à quand? Bah ouais, mais lui, il fait jamais que le boulot qu'on lui a demandé de faire. On lui a dit qu'il faut les réveiller, il réveille. C'est un crieur public. Voilà. Il n'a aucun pouvoir, il n'en a jamais eu, comme tous ceux qui pilotent là, ils obéissent au système de caste qui est là-haut, c'est-à-dire les puissants, et les puissants obéissent eux-mêmes à ceux qui sont derrière, à qui ont piloté les hommes. C'est-à-dire que si on avait laissé les hommes sans ce savoir-là et sans nous piloter, sans nous donner des codes de loi, des écoles, des ceci, des cela, là, ils nous ont donné un certain nombre d'informations. Ils se disent, avec ces informations, on va voir s'ils arrivent à compléter un petit peu. C'est comme s'ils avaient posé l'équation 1 plus 1, ils avaient mis égal, et puis ils attendaient une réponse. Voilà. Bon, alors du coup, j'ai une question qui me brûle les lèvres, enfin, qu'on a longuement extrapolé avec Wax. Est-ce que tu aurais les grandes lignes? À quoi ça ressemblerait un monde où chacun perçoit assez finement la représentativité, en prend conscience, et donc du coup, quelles en seraient les conséquences directes selon toi? Quelle nouvelle anthropologie des groupes d'hommes ça fonderait? Ah, tu le vois comment? Pas tant comment on va y arriver, puisque on a compris qu'on misait beaucoup sur... Comment on le voit? On le voit déjà dans la société dans laquelle on vit. Hein. C'est une société qui ressemble beaucoup à la nôtre, d'un point de vue du système éducatif, c'est-à-dire avec un apprentissage à l'école, où effectivement, là, on n'aurait pas un manque à gagner sur le fait d'apprendre ce qu'on est en humanité. On aurait accès à la législation universelle comme modèle sociétal, et on aurait derrière des élèves qui seraient impliqués dans le cadre de dire bah, je contribue à la société, et puis on évolue tout à fait naturellement. Ça veut dire qu'on n'aurait pas de système de compétition, ce qui serait déjà formidable en soi, et tout en sachant qu'en plus de ça, avec la technicité et les outillages qu'on a, bah, on n'aurait plus besoin de peiner ou d'avoir du travail en veux-tu, en voilà, harassant, ou du travail de force qui permettrait de fabriquer à outrance tout un tas de denrées, machin chose, où ce serait de l'obsolescence programmée. On se cadrerait peut-être toutes les décennies ou tous les 50 ans le fait de faire évoluer du matériel ou quoi que ce soit, parce qu'on est déjà à un niveau technique très 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 avancé, et dont le matériel qui est déjà breveté ne peut pas être utilisé à cause de l'incompétence et de l'incohérence des êtres humains qui ne sauraient pas l'utiliser. Donc
d'un point de vue technique, notre technique a dépassé nos capacités comportementales à les utiliser. C'est ça le problème. Donc, on n'est pas très loin de la société idéale, mais faut-il que l'homme renonce à tout un tas de travers qu'il s'est donné, c'est-à-dire le premier, c'est la consommation à outrance, et secondo, l'instinct de propriété, c'est-à-dire le fait de vouloir dire systématiquement que dès que je vois un truc, j'ai envie de pisser dessus pour pouvoir dire que c'est à moi. C'est là où on en est en fin de compte, parce que donc c'est le travail. Donc le travail sur soi, c'est maîtriser ses émotions, ne plus être soumis à ses désirs irrationnels. C'est l'irrationalité qui est la plus grande problématique, parce que dans l'accès aux ressources, 60% de tout ce qu'on produit va à la poubelle. Donc, d'un point de vue alimentaire, donc du coup, c'est pas des ressources. C'est vrai que si on dézoome un petit peu sur la société humaine, qui prétend être des êtres doués de conscience et de raison, quand on regarde ce qu'elle génère en forme de société, j'ai envie de dire, ça a l'air d'être un animal très grégaire, qui réfléchit pas beaucoup, comme si il n'avait pas conscience de que lui, il peut choisir son rôle. C'est-à-dire que l'aigle, il fera toujours le rôle de l'aigle, que nous, on peut choisir notre rôle, on est l'espèce qui peut choisir le rôle, parce qu'on a la raison qui nous permet qui nous commande de nous orienter, plus en acceptant les lois qui s'imposent à nous, plutôt que, qui ne subissent jamais d'exception, plutôt que, des lois humaines qui, elles, en subissent toujours. Le problème de l'homme, c'est que l'homme, il veut être sans le savoir de l'être. Et donc, du coup, ça génère beaucoup de frustration. Et donc, les hommes sont toujours dans la recherche identitaire. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans des phénomènes de mode ou de style, j'en passe et des meilleurs. C'est une recherche identitaire parce que l'homme ignore fondamentalement, c'est-à-dire qu'il se cherche et il ignore fondamentalement qui il est. Alors, la première démarche, c'est de lui apprendre qui il est, donc dans la réglementation, ça évitera ensuite qu'il cherche qui il est, et de savoir quel est son but, puisque être sera déjà un fait en soi, et donc qui va conditionner le fait qu'on n'a pas besoin de tellement plus que ça. Voilà. Et donc, être et l'ensemble de ce que le savoir impose, nécessite tellement ça capte tellement d'informations qu'on se rend bien compte que vouloir avoir été ce qu'on a été avant et ce qu'on risque de devenir ensuite, être, ça occupe vachement le temps. Ouais. Ça fait beaucoup d'informations. Selon toi, du coup, le chemin qu'on va devoir parcourir, sur quoi, comment tu vois cette unification selon toi? Quelles sont les faiblesses finalement de la pyramide et quels sont les atouts du 99%? La pyramide n'a pas de faiblesse. La pyramide n'a pas de faiblesse, elle n'en a aucune. Elle est juste là pour nous contenir les hommes de leur propre folie. C'est-à-dire que les hommes prétendent à vouloir être calife à la place du calife, les hommes, si cette pyramide n'avait pas bloqué le système en disant il y en a quand même marre que vous acceptiez de vivre dans un monde de merde, et derrière, elle nous pourrit la vie jusqu'à ce qu'on l'ait accepté. Donc, elle ne le fait pas dans des pays qui sont en souffrance. Hein. Elles le font surtout chez les nations qui ont reçu énormément et dont la nation qui a reçu le plus parmi toutes les autres, c'est-à-dire la France. Et donc, comme on est une nation qui avons reçu énormément, qui sommes phares de l'humanité, on nous pousse, nous, à l'extrême, dans les capacités de dotation dont nous sommes effectivement dotés, c'est-à-dire l'entendement, le raisonnement, la lucidité, la compréhension technique et le fait qu'on est aussi la nation des enfants. C'est-à-dire que ces notions-là doivent faire de nous des leaders et des précurseurs dans nos capacités d'analyse, à la fois dans notre instinct de préservation
d'observation, de solutionnement de problématiques et dans une réflexion intrinsèque qui doit faire en sorte que nous soyons le grand précurseur du grand pas de géant que va faire l'humanité en tant que phare et grand soleil de cette humanité à renouveler le contrat social de l'ensemble des populations humaines, à dire voilà ce que a choisi la France et que au bout donc au bout du compte, nous allons préfigurer le fait d'être tout simplement partie prenante de l'univers et effectivement de changer globalement l'orientation de l'humanité et là en entraînant toute l'humanité avec nous comme si on était un seul homme et aucun d'entre nous effectivement ne serait mis de côté. C'est là, c'est le code pyramide est là, il a toujours été dans le cadre de nous enseigner Dieu dans le Verbe et effectivement de dire qu'on a compris, on comprend en fin de compte ce qu'il nous reste à accomplir. Mais ça, c'est parce que on sera suffisamment lucide, rationnel, sans partir en démagogie ou dans des thèses complotistes, j'en passais des meilleurs, en ayant comme seule force d'analyse la compréhension de l'univers qui nous entoure via son code dimensionnel et dans le principe de savoir verbaliser ce qui est autour de nous en sachant définir ce que nous savons identifier comme image et ce qui est et d'en avoir pris toute mesure dans son rapport d'unité. C'est le code, ce code-là, et il a toujours été. Sinon, comment je pourrais dire c'est une pomme de terre ou c'est une carotte? Je ne saurais donc pas dissocier des images ou et ne pas en prendre mesure. Je serais donc inconscient dans l'état de fait et où effectivement, lorsque je croiserai un autre être vivant, en ne le considérant pas et en pensant qu'effectivement, le jour où je serai bien emmerdé, il faudra alors ensuite que je vienne lui demander de l'aide ou effectivement on attend en réciprocité. Ça n'est pas normal de laisser des êtres vivants mourir ainsi et d'accepter que dans sa propre nation, on puisse laisser de côté autant d'êtres vivants, voilà, des êtres humains au même titre que soi-même, en pensant que on a été mieux lotis que d'autres et que forcément on vaille mieux qu'eux. C'est totalement faux. Voilà. Nul ne peut gérer des informations auxquelles nous n'avons pas accès. Les bibliothèques sont là pour nous le rappeler. Sans ces livres usuels que sont nos manuels scolaires, nos dictionnaires, nos langues communes, nos écoles, nous n'aurions pas une civilisation commune, fût-elle imparfaite, et nous-mêmes à y contribuer pour pouvoir ici, chacun y mettre sa pierre. Mais là, aujourd'hui, ça n'est pas à un individu d'y mettre sa pierre, c'est tous en soulevant le même galet, de même poids, de même mesure, de dire comme un seul homme, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains et que nous savons passer à autre chose. Alors je le dis souvent, je compare un petit peu l'État, la nation à un ensemble de pouvoirs de décision à un cheveu en fait. L'État, il a pris un cheveu de chacun des citoyens, un bout de représentativité, et du coup il s'est fait une belle perruque, et c'est au nom de cette perruque de cheveux qu'il nous représente. Mais si on regarde la force du 99%, c'est qu'on a juste un cheveu à récupérer. Parce qu'en termes de pouvoir de décision, finalement, on a beaucoup d'emprise sur ce qui dépend de nous, donc nous-mêmes. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on en a perdu une partie, ça c'est indéniable. Mais on peut agir. On a quand même suffisamment d'emprise sur nous-mêmes pour pouvoir agir. Et je le dis souvent aussi d'un point de vue, je sais pas si tu me rejoindras, mais d'un point de vue stratégique, il me paraît évident que si on veut mettre toutes les forces qui sont dans nos moyens, dont les moyens nous les disposons déjà, eh bien c'est de commencer à agir individuellement, mais penser collectivement. Et à multiplier les gestes, les mêmes gestes, anodins, aussi anodins qui peuvent être, mais que personne ne peut nous empêcher de faire, et de les faire coordonner. Il y aurait juste à faire ça, on est partout, et donc il serait assez simple d'exploiter le fait qu'on soit partout. Ben c'est là où moi je te disais tout à l'heure que c'est juste une compréhension en fait, parce que pour reprendre sur ton parallèle de la perruque, où tu disais il faut reprendre ce cheveu, mais pourquoi tu veux le reprendre? À partir du moment où tu as compris
que pourquoi tu ne peux pas agir, étant donné que c'est juste, tu as donné un cheveu à quelqu'un, et parce qu'il a un cheveu de chacun, il décide pour nous. Mais une fois que tu as compris ça, tu n'as pas besoin de ce cheveu pour agir. Et le monde, encore une fois, il fonctionne déjà. Effectivement, je fabrique les cheveux. Il faut juste le comprendre. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est tout le miroir, l'épouvantail de l'autorité, effectivement. T'as raison. D'ailleurs. Et puis pour revenir sur ce que disait Jean-Noël juste avant, effectivement, il n'y a pas de parti à partir dans le complotisme et compagnie, et surtout pour tous les gens qui ont étudié la fraude du non légal, on l'a tous vu, en long, en large, en travers. Tout marche par ton consentement et uniquement par ton consentement. On t'apprend à avoir peur, on te conditionne à avoir peur, à croire à tout un tas de choses que tu n'as jamais été étudié. Et dès lors que tu commences à mettre ton nez dedans, tu te rends compte à quel point ça ne tient en rien du tout. Mais pour autant, si aussi malveillant soit-il, peu importe comment on veut les percevoir, malveillants, d'une autre planète, de ce que peu importe. En attendant, tout ce qui nous arrive par notre propre consentement et la façon dont on se comporte. Parce qu'on l'accepte, parce que si on l'acceptait pas, justement, parce qu'on a compris que ce cheveu-là qui fait qu'on ne peut pas décider pour nous et que on n'est tous pas contents, mais c'est que de la faute des autres. Ben non, si tu es dans un monde inversé, que tu vois que c'est inversé, déjà combien de temps il t'a fallu pour t'en apercevoir? Parce que tu peux compter le nombre d'années de mensonges que tu as acceptés sans même le remettre en question. Puis une fois que tu t'en es aperçu et que tu commences à voir ces inversions chez les autres, que tu arrives bien à pointer du doigt, à dire « ouais, mais c'est l'autre, le problème c'est l'autre, alors qu'on est tous égaux, soi-disant, et qu'il y a juste à se tendre la main, vu que ce monde fonctionne déjà, encore une fois. Hein. Là, tout ce qu'on a, la maison, le chauffage, l'électricité, on l'a déjà. Hein. C'est parce que nous, on se lève et on se bouge le cul que ça existe, tout ça. Oui, souvent faut tendre le coup à cette idée reçue que si on venait à être autonome et à faire différemment, on ferait pas moins bien que ça. On ferait tout simplement mieux. Et on fait déjà ça. De la façon dont on le met en place, de comment la transition se fait. Mais tu le dis, on fait déjà ça, quoi. C'est-à-dire qu'on fait déjà que c'est mal géré, mais on fait déjà ça. C'est pas mal géré. Alors, il faut comprendre que ça a été géré comme ça a été prévu. Et le réveil, il est prévu comme il est prévu. C'est pour ça que lorsqu'ils nous ont fait le livre des morts, lorsqu'on nous a fait la Torah, la Bible et le Coran, on nous a dit qu'à un moment donné, on allait atterrir. Il faut atterrir, ça veut dire qu'on va être capable de rationaliser et qu'on va être capable de comprendre ce qui est dans le verbe. Le rapport d'équation de ce qui est dans le principe de verbalisation. Ça veut dire que notre cerveau va être capable de comprendre Dieu dans le verbe et donc l'intrication quantique. On est capable de le comprendre, mais maintenant, est-ce qu'on est suffisamment nombreux à pouvoir rationaliser déjà l'information, deux, l'échanger sans que les gens puissent penser que ce qui se passe en politique, c'est quelque chose d'anodin, que l'arme subjective qui a été mise à disposition, c'est-à-dire qui peut tuer 0,0% des gens puisque c'est une arme subjective, c'est quelque chose où j'avais largement communiqué avec Eric Merel sur armes silencieuses pour guerre tranquille, c'est-à-dire avant la phase même de cette expérimentation, et qui explique ce que c'est qu'une arme subjective. Et donc, en fin de compte, on a donné comme solution quelque chose où tout le monde savait que c'est un truc en phase 3, expérimental, et que les gens ont décidé, disent on m'a empoisonné alors que tu as décidé de t'injecter quelque chose dont tu ignores ce qu'il y a dedans et que tu n'en as rien à foutre parce que tu voulais juste aller au restaurant ou ceci, cela, ou parce qu'effectivement tu t'es dit je vais garder mon boulot et que tu n'as pas pris suffisamment de recul en disant je prends mon droit de réserve, j'ai un droit de retrait, je me renseigne sur les lois, tout le monde il veut paraître trop pressé parce que grosso modo le seul souci c'était surtout ne pas déranger l'ordinaire aujourd'hui où j'ai mon petit confort et que, grosso modo, j'ai pas envie de me retrouver dans la merde pareil que celui qui est déjà dans la merde, parce que moi, j'en ai rien à foutre de celui qui est dans la merde. Je préserve juste mon instinct de survie et que j'ai pas envie d'être dans la merde. C'est-à-dire que je suis pas capable de me comparer à celui qui est déjà dans la merde et qui a absolument rien et que j'ai jamais eu une démarche personnelle dans le cadre de dire c'est pas normal que sur cette planète, il y ait des gens qui crèvent.
C'est là où le tort, c'est qu'il y a beaucoup de populations qui n'ont jamais eu à se poser la question sur, en fin de compte, ils voient qu'il y a des gens qui sont dans la merde, mais se dire, est-ce qu'on doit travailler tous les jours activement de fait à ce que ces inégalités à travers l'humanité ou dans le bien-être commun ne doivent pas exister, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le militantisme, c'est écoute, moi je suis juste au cinéma, je pars en vacances, patati patata, l'autre qui est dans la merde, ça me regarde pas, c'est pas mes affaires. Eh ben c'est un petit peu ce qui est arrivé avec la cellule miracle, où les gens sont partis chercher leur injection, c'est qu'ils n'ont jamais eu cette réflexion à haut niveau, et parce qu'ils n'ont pas eu cette réflexion à haut niveau, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est l'instinct de préservation du cadre sociétal dans lequel ils existaient, pour éviter de se retrouver dans la merde comme d'autres, parce qu'effectivement, ils ne veulent pas s'identifier à cela, et qu'ils avaient comme notion d'exister dans le cadre dans lequel ils existaient. Donc, ils ne voulaient pas savoir. Et donc, du coup, comme ils ne voulaient pas savoir, ils se sont fait injecter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, il y en a qui sont en train de se ravier en disant, mais on est dans la merde, je ne sais pas comment on va faire, ou ceci, cela. Parce qu'ils sont déjà prisonniers d'une schématique mentale où le niveau exister ne peut être que dans le cadre du monde marchandé et marchandisé dans lequel ils existent déjà. Il n'y a pas d'autre monde que celui-là dans la structure mentale et sociétale. Donc, est-ce que tu serais d'accord avec le fait de, par exemple, on pourrait dire que on mesure la conscience d'un peuple à ses revendications quelque part? C'est-à-dire que finalement, finalement, c'est que des petits combats. Moi, je le dis tout le temps, hein, c'est des petits combats, tout ça. Qu'effectivement, c'est des chiffons rouges où souvent on oppose nos façons de. On fait il le fait souvent. Je pense que t'en parlais aussi tout à l'heure. Il nous propose un plan dont peu importe l'issue, ils font 2 plans antagonistes et peu importe l'issue du plan, eux, ils sont toujours. Le résultat sera le même. Et donc, du coup, ça fait canaliser. Effectivement, ça diffuse la colère parce que effectivement, comme tu l'as dit aussi, eh bien, on a éloigné ceux qui décident de ceux qui subissent les conséquences. Donc, on peut pas les atteindre effectivement, et donc elle se diffuse cette colère, les uns contre les autres. Alors, on les a pas éloignés. Ceux qui décident depuis le début, c'est les hommes sur la terre. C'est les hommes sur la terre qui font l'offre et la demande. Attention, eux, ils n'ont fait que de distribuer un panel de choix où seul l'homme décide réellement de ses travers. Alors, c'est vrai que l'homme, il va se confronter à des phénomènes qui sont addicts, un petit peu comme l'alcool, la drogue, la malbouffe. On se rend bien compte on arrive à mettre des substances addictives, le sucre ou tout un tas de trucs, mais où en fin de compte, où la responsabilité de chaque individu n'est pas à dénier. C'est là où l'homme, où on dit, ils nous ont manipulés. Pour être manipulé, il faut être le manipulateur et le manipuler, mais le manipuler consent quelque part, puisque il le consent parce que fondamentalement il n'a pas la force de volonté, il se comporte comme un objet qui renonce à sa propre force de volonté, déjà, et par acquis de savoir et de connaissance, ou d'acquis de conscience, ou par la facilité, parce que en fin de compte, il y trouve sa zone de confort. C'est là quand les gens ils sont dans des substances addictives, c'est parce que il boit parce que ça lui fait plaisir, il fume parce que ça lui fait plaisir, il mange du sucre parce qu'il aime ça. Il va manger chez McDouglas, machin chose, McDonald's, machin chose patati patata, parce que ils aiment ça. Alors est-ce qu'ils savent si c'est bon quand tu leur dis que c'est de la merde? L'autre, il va te dire, je sais que c'est de la merde, mais il va y retourner. Il va payer son truc, son steak et son machin chose. Il en a pour 15 balles son menu avec son soda, alors que s'il achetait une boîte de steak avec un soda classique qu'il a acheté, il en aurait pour beaucoup moins et il mangerait pas des trucs qui seraient, ou même la moisissure ne pousse pas. Faut Coluche l'a résumé, hein, s'il continue à vendre de la merde, c'est parce qu'on continue de les acheter. Hein. Oui, c'est pas plus compliqué que ça, donc, effectivement. Alors, justement, Coluche parce que Coluche, il en avait parlé, cette pyramide, et là, il y a plus de 40 ans de ça.
Alors, quand moi j'arrive avec la pyramide, les gens sont surpris comme ça, ils n'ont jamais entendu Coluche. Hein. Donc, si voter ça servait à quelque chose, il y a longtemps que ce sera interdit. Les gens se disent, bah, c'est pas interdit, donc ça doit servir à quelque chose. Bah non, justement, il faut bien comprendre le sens de la phrase de ce qu'avait dit Coluche quand il voit un pauvre aller dans les urnes. C'est comme s'il voyait un crocodile qui allait se faire dépecer chez le maroquinier. Et toutes ces phrases-là, bien que les gens pensaient avoir compris le combat de Coluche, ils vont quand même aller mettre un bulletin dans l'urne parce qu'ils n'ont pas la force d'analyse de comprendre fondamentalement ce dont quoi Coluche essayait de leur avertir en fin de compte. Et là, bon, Coluche n'avait pas l'arithmétique comme je le pratiquais, mais on est dans les mêmes termes. On est dans les mêmes termes, mais là, j'arrive avec le verbe, j'arrive avec les principes qu'il ne maîtrisait pas à l'époque, mais effectivement, c'est toujours le même combat. Mais est-ce que l'homme veut s'émanciper de lui-même et de son propre servage? Et cette fois-ci, c'est ce qui est demandé aux populations. Il est demandé aux populations de se réveiller et de s'émanciper de ce servage en fin de compte où ils s'accrochent comme des sangsues à un monde obsolète qui est déjà mort et en fin de compte qui est inéquitable au possible. Et là, le système te dit il faut y renoncer. Voilà, réunissez-vous en nombre, levez-vous en nombre, rationalisez en nombre, parce que le monde, là où nous vous avons mené, n'est plus la direction. Nous arrêtons là, vous devez terminer l'évolution de là où nous vous avons emmené. Vous êtes au seuil de votre être en humanité et c'est maintenant qu'il faut commencer à vous lever. Et là, les gens peinent. Ils voient le système qui se dérobe sous leurs pieds. Ils ont l'impression qu'on veut les assassiner parce que les gens persistent à vouloir s'accrocher à cette matérialité. On est vraiment dans le monde inversé où les populations se sentent attaquées du monde qui pourtant les oppresse et déjà étaient en train ou voulaient y livrer leur prochaine génération dans un rite de sacrification, de sacrifice, où on allait sacrifier une prochaine génération au contrôle par hiérarchisation pyramidale et au cannibalisme sociétal. Le système est en train de dire non, on s'arrête. Voilà, on va vous pucer, on va vous vacciner, on va continuer à vous taper dessus tant que vous n'arriverez pas à rationaliser. Et les gens sont persuadés que le système leur en veut. Il y a une inversion dans la compréhension cognitive. On le fait, on continue en se battant contre lui, on continue de le faire vivre, on continue de le faire exister, tout simplement. Ça. Bah, les gens veulent exister dans ce cadre de modèle social. Alors, il y a ceux qui ont compris qu'il faut reconstruire ailleurs, mais le problème, c'est que tu ne peux pas reconstruire ailleurs tant que tu n'as pas réglé face à face avec le système le fait de dire on a compris le système, on a compris. C'est-à-dire qu'on a des interlocuteurs qui se cachent derrière les apparences du pouvoir omnipotent temporel des peuples et des nations, qui font qu'au final, nous à la fois ce qui se cache derrière un compas et une équerre, c'est-à-dire pas à bas niveau, c'est ceux qui sont réellement aux commandes et ceux derrière Macron et l'ensemble du système de caste que représentent les élites et machin chose. Il faut arriver à comprendre que d'avoir piloté l'ensemble des populations d'une planète et les avoir amenés à ce seuil-là où, en fin de compte, la dernière fonction qu'on a, c'est allumer les phares de notre esprit pour pouvoir dire et contempler votre humanité et dites-nous ce qu'il reste à réaliser. Et ça, nous vous l'avons donné en réponse il y a de cela des millénaires par des artefacts et des édifices et des principes verbaux où la valeur de la loi n'a jamais varié et c'est quelque chose qu'on a tenté de vous enseigner à travers les âges de l'histoire et de l'ensemble de l'humanité en vous léguant à la fois savoir, connaissance, bienveillance et où vous aviez le libre choix, mais aujourd'hui, il faut savoir vous y arrêter.
Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent l'étau se resserre, qu'effectivement c'est l'étau de nos choix, et qu'effectivement, on a encore des mensonges, on a encore des mensonges, on fait encore vivre ce système par nos attentes. On a encore des attentes. Se détacher du système, c'est, comme je le disais, c'est vrai que ça peut être vu d'un point de vue autonomie, matériel, mais c'est aussi dans sa tête de le comprendre. Mon ami Alex utilisait la sécession de conscience. Effectivement, c'est un peu ça, c'est ce frein, voilà, ne plus faire à notre niveau, hein, on n'a pas grand chose à faire, c'est juste qu'on perçoit pas la puissance de nos actes quand ils sont 300 000, 1 million, c'est ça notre force. Et puis c'est un petit peu aussi ça les faiblesses du système, c'est-à-dire qu'il peut pas être partout justement, et que c'est leur nombre qui le premier de nos atouts, c'est le premier de leurs défauts, j'ai envie de dire quelque part. Bah, les faiblesses du système, elles résident dans l'homme. L'homme lui-même, c'est lui la faiblesse. C'est le système lui donne tellement d'informations qu'il est sélectif et il ne choisit dans ses informations au final que ce que le système lui donne de profit. Ça veut dire, je vais récupérer les informations qui vont me permettre de m'alimenter, me loger. Grosso modo, c'est d'abord moi en premier et le reste ne m'intéresse pas. Ça veut dire que derrière, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, si cela ne me concerne pas, je ne vais pas me lever et je vais surtout pas essayer de déroger à mon petit rituel traditionnel. C'est surtout ne venez pas m'embêter. Alors là, quand les gens, c'est-à-dire quand on a des guerres abominables à travers le monde, grosso modo, on regarde la télévision, on dit ah putain ça m'emmerde, je vais mettre un film et on fait comme si cela n'existait pas. Alors aujourd'hui, le système, ce qui est paradoxal, c'est qu'au lieu d'aller chercher des ressources ailleurs, les gens s'aperçoivent que le système, qui est le système prédateur issu de nos hémisphères, parce que c'est on est tous, comme on est français, et surtout en France, on est tous issus de familles militaires et qu'on en a tous dans toutes nos familles et que l'ensemble de nos ancêtres ont pratiqué toutes les guerres et en étant en plus toujours dans les premières lignes. Donc on se rend bien compte qu'on est largement une nation guerrière. Et nous nous battons depuis très longtemps, puis absolument partout dans le monde. Et là, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est que le dispositif qui était en charge, où on récupérait des denrées ou des informations à l'extérieur pour pouvoir enrichir nos conditions, puisqu'on est des nations de pillards, bien, on a hérité ça des Vikings, un peu quelque part, mais on n'y établit pas en y établissant la paix quelquefois, parce que les Vikings ont été des populations qui ont largement pacifié l'ensemble de tous les endroits où ils ont été. Ils ont largement contribué à l'essor technique, agronomique et tout ce qu'on peut connaître de l'évolution. Pour ça, il y a beaucoup de fausses idées qu'on se fait sur les Vikings, et pourtant un peuple formidable. Il en est. Donc, il faut bien se rendre compte que le monde postmoderne qu'on connaît, qu'on a connu et qu'on connaît encore aujourd'hui, ont toujours eu une politique qui a été politique d'invasion, récupérer des richesses à l'extérieur. Et là où on a du mal à le comprendre, c'est que nous, en ayant à la fois le système militaire et tout ce qu'il y a, tout ça se retourne contre nous et que l'ennemi, en apparence, n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et qu'à l'intérieur de soi-même, on se retrouve dans le cadre où une dictature est en train de s'installer quelque part, à la fois ça en est une, mais ça n'en est pas une, ça utilise des techniques où, en fin de compte, le pouvoir, c'est le système de votation, que ce sont c'est un large filet de mailles où on voit qu'il y a des compas, il y a des équerres, il y a des alliances, des machins chauds, que ça couvre l'ensemble d'une espèce de toile d'araignée où, en plus, les nations
que nous représentons comme étant les 20% qui contrôlons l'ensemble et la quasi-totalité du globe, cela se retourne d'abord contre nous, quelque chose qui n'a pas de sens. Et donc, en fin de compte, on se dit, mais on n'a pas la clé, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils nous font ça, qu'est-ce qu'on a fait, et les gens ne comprennent pas. J'ai travaillé toute une vie pour une retraite. Il y a des seuils de vision dans la société où il y a ceux qui étaient persuadés que le monde fonctionnait comme ça, et ils se réveillent en se disant, mais comment ça, le chef de l'État pilote rien, il y a des Rothschild, il y a des ceci et des cela, c'est quoi des Illuminati, c'est quoi des francs-maçons. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'informations où les gens n'ont plus de grille de lecture, et au bout du compte, quand on se réveille là, en étant de ces nations qui étaient des nations conquérantes, où on s'installait, on fabriquait notre bonheur, et limite on laissait fabriquer nos godasses en Chine, en Asie par des gamins, c'était le dernier de nos soucis. C'est aujourd'hui, pour eux, ça veut dire, où ces gens-là qui ont vu leur peuple, leur peuplade exploser leur modèle traditionnel de culture, soumis, écrasé, industrialisé, travailler des cadences horaires abominables qu'on vu lors des fois des nations transformées en pays de tourisme sexuel où les enfants sont livrés et la totalité, on a fait comme si on s'en lavait les mains. Là où le système il est pernicieux, c'est que ça se retourne contre nous. En plus de ça, où ça prend l'apparence d'une injection qui n'est pas obligatoire, mais qui, d'un point de vue technique, dans le l'axe de survivance, fait que tu es obligé de mettre la tête dedans ou de glisser ton bras pour pouvoir continuer à travailler, les gens se retrouvent dans une prison mentale, dans un état mental, en disant ils vont nous assassiner, ça y est, on est fini, on est foutu, faut se lever. Alors que les gens n'ont plus les forces de leurs ancêtres dans le cadre de dire on va s'organiser, on va se lever, parce qu'avant, il fallait voir que le service militaire, c'était l'ensemble de la nation et les gens étaient rodés. Tandis qu'on a laissé passer des générations où les gens les plus jeunes aujourd'hui nous font un service de 3 jours, salut, ils sont en t-shirt, machin chose, ils n'ont pas de formation du tout. Et ceux qui ont des anciennes formations militaires, elles sont soit trop peu nombreux, soit trop vieux, font que on est dans un cadre structurel où on a une armée de défense qui contrôle l'ensemble de nos populations. Et on a des forces de sécurité qui sont plus les gendarmes à képi, mais bien des niveaux de sécurité où les mecs, c'est des tortues ninja avec des coques en veux-tu en voilà. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à supplanter 100 000 forces de sécurité que sont la police, à assister des gendarmes, voilà, de la gendarmerie qui n'est même plus légale en Europe. Et là, on a un corps militaire que sont la gendarmerie, mais qui ne sont même plus des militaires, puisqu'ils sont devenus illégaux, et dont les populations qui ont eu l'habitude de ne rien faire que de s'occuper de ses propres affaires pendant des décennies, se sont tellement bien habitués que dans le cadre de pouvoir se fédérer aujourd'hui, et le cadre de la perception politique, du jeu politique, c'est le jeu visuel de la perception de pensée. Donc, et la souffrance des autres laissée de côté. Cette souffrance, quand elle s'attaque à vous-même, vous êtes sans défense parce que vous n'avez jamais su vous fédérer pour les autres. Alors, vous fédérez pour vous-même et en plus, pour différents niveaux de souffrance que sont dans la société, ma retraite, mon accès à l'emploi, mon accès au logement, fait que les gens sont incapables de synthétiser tout ça en un seul bloc, en disant stop à la souffrance humaine, quelle qu'elle soit. C'est non, moi j'y vois mon intérêt parce que chacun, pendant des décennies, n'a fait que regarder son propre intérêt. Et donc, la souffrance étant quelque chose qu'on a balancé de côté, font que les gens ne sont capables, non pas de s'agglomérer face à la souffrance, mais bien sont capables de s'agglomérer que parce qu'on a toujours travaillé en soi, c'est-à-dire des zones d'intérêt. Et là, on voit bien que ça n'est pas l'émotionnel qui est géré, c'est l'intérêt, c'est le matériel. On a un rapport matériel avant la réaction émotionnelle dans le cadre de s'agréger en tant que groupe dans l'art de lutter. Oui, effectivement.
Effectivement, il y a beaucoup de comportements qui sont liés à notre environnement et que ces comportements, on a toujours la possibilité de s'en extraire et que il faut on en revient toujours à la même chose. De toute façon, c'est toujours le travail sur soi-même. Où il faut prendre, on a toujours, tout à l'heure tu parlais des manipulateurs, on n'enlèvera jamais les manipulateurs, ils seront toujours là. Par contre, effectivement, on peut empêcher, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de gens manipulables. Ça, on peut le faire, c'est raisonnable. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi ils nous maintiennent dans l'ignorance, parce qu'effectivement c'est plus facile d'avoir notre consentement. On sait même pas en fait quand je regarde ça d'un point de vue légal, on n'est pas maintenu dans l'ignorance. Les bibliothèques sont toujours ouvertes. Oui, oui, oui. Et les ouvrages on peut les compulser à distance. C'est l'appétence des individus à aller chercher ce qui est nécessaire, qui est différent. Or, la notion du nécessaire varie d'un individu à un autre selon ce qu'il recherche. Effectivement, ils ne nous ont pas interdit de nous informer. Hein. Bien sûr, ils ne nous ont pas interdit de nous informer. Wax, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur ce serait quoi un monde de représentativité. On en parle assez souvent, mais ça serait à quoi ça ressemblerait chez toi, le fait que tout le monde prenne bien conscience de ce qu'est la représentativité, de se représenter lui-même. Ça ressemblerait à quoi? À quoi ça pourrait ressembler? Qu'est-ce qui se ferait? Qu'est-ce que tu y vois derrière? Ben alors, déjà, tout dépend de comment ça se met en place, vu que c'est une discussion qu'on a déjà eue ensemble, et il y a plusieurs façons d'y arriver. Dans le cas où c'est parce que une masse en tout cas suffisamment grande a compris ce concept, cette compréhension de ce que c'est, de ce qui en découle, bah, de fait, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça abroge toute sa agenda 2030 en partie, hein, sauf que plutôt que de le voir du côté complotiste avec des maîtres et des machins, ben non, il y a plus de maîtres, il y a plus de gens qui dirigent, et puis ils ont plus de pouvoir vu qu'ils ont plus l'argent pour nous corrompre. Et s'il y a la compréhension de ce qu'est la représentativité, vu que ma représentativité s'arrête strictement à la représentativité de l'autre et de n'importe quoi de vivant, ne serait-ce que pour perpétuer respecter la législation, parce que tout est un état unifié. L'intrication quantique dans le verbe dont parlait Jean-Noël, ben, on peut l'avoir de manière très simple. Il n'y a pas besoin de partir dans des concepts super compliqués. Hein. J'ai un briquet là dans la main. Quand je dis briquet, tout le monde voit à quoi je parle, à quoi je fais référence. Pourtant, dans ce briquet, il y a tout un tas de choses. Déjà, il y a la pierre pour faire l'étincelle, il y a le plastique, il y a les gaz à l'intérieur. Je ne vais pas tout définir à chaque fois. On va toujours parler d'un état unifié, comme quand je parle de moi, on peut me voir à l'échelle infiniment grande ou infiniment petite. Il y a toujours plus petit, parce qu'on est dans un monde avec tout un tas de tailles. On en revient toujours à la mesure. Ils ont pris la mesure de toute chose. Et donc, bah, si on a pris la mesure de ce qu'est la représentativité, aussi bien au niveau personnel, donc ce que la fraude du non légal permet de voir à toute petite échelle sur un tout petit bout de souveraineté qu'on peut reprendre, à savoir ne pas consentir à quelques aspects parce qu'on a compris comment ça fonctionnait d'un point de vue strictement légal, le souverain, le représentant a beaucoup plus de pouvoir que uniquement légiférer. Il gère aussi l'argent, il gère aussi ton temps, il gère aussi comment on redistribue l'argent à droite à gauche pour créer les divisions. On gère aussi comment on éduque les gens pour justement jouer de tout le fonctionnement de notre cerveau. Toute la connaissance, elle est accessible. Donc, il y a combien de youtubeurs qui parlent de dissonance cognitive, qui nous font tout un tas de laïus sur l'ego, machin, bidule, mais il y en a combien qui vont vraiment regarder ce que c'est et qui vont se regarder en face. Parce que tout revient à le monde dans lequel on vit part de nous-mêmes, les premiers menteurs, qui acceptons tout un tas de choses, que disait Jean-Noël tout à l'heure, on le sait depuis tout petit, hein, les enfants qui crèvent de faim en Afrique, les Air Max que j'avais au pied, elles sont faites par des petits Chinois et... avant que ça me pose vraiment un problème de conscience, il a fallu un sacré bout de temps.
Et ça, par contre, je voyais bien le problème chez les autres, mais avant que j'accepte de le regarder vraiment au bout chez moi-même, il a fallu un certain temps. Tant que ça ne s'est pas fait, qui permet d'avoir une compréhension plus globale de la représentation, qui permet de voir que donc il y a tout ce que je viens de dire qui découle de tout ça, l'argent, la propriété, toutes les lois, tout ce fatras qu'on nous fout dans le crâne, auquel on nous apprend à nous soumettre. Mais ça remet aussi toutes les choses dans le bon ordre, vu qu'on en revient à respecter une loi universelle, le code universel de ce monde. C'est comme ça qu'il doit fonctionner. Nous, on a la possibilité de le faire fonctionner autrement, mais on va à l'encontre de sa loi universelle. C'est pour ça qu'on est dans la merde. Dès lors qu'on remet les choses dans le bon sens, ça recrée des cercles vertueux partout. À savoir que dès lors qu'on a retiré l'argent, si j'ai retiré l'argent, quand je vais dans un magasin, le vigile qui avait un travail pour surveiller les voleurs, de fait, son travail n'existe plus. Le concept de vol n'existe plus. On ne peut pas voler quelque chose qui n'est pas vendu. Il est juste mis à disposition parce qu'il y a des gens comme des paysans qui travaillent, qui vont se crever le dos pour que nous, on puisse bouffer. Moi qui suis plus dans l'informatique, je vais faire tout un tas d'autres services pour que des gens puissent se divertir. Et puis d'autres font tout un tas de choses. Et plutôt que de monnayer par rapport à de l'argent qui n'existe plus de fait, étant donné qu'il n'y a plus de représentants, je me représente moi-même au même titre que mon voisin et je le respecte strictement. C'est-à-dire que j'ai bien compris que ma représentativité, mes choix, ça s'arrête strictement à ne pas nuire à l'autre. Je ne vais pas commencer à empiéter sur l'autre, c'est hors de question. Donc, on en vient à comprendre qu'on est réellement égaux. Même si, dans certains domaines, je vais prendre l'ascendant parce que j'ai un savoir qui va me permettre de t'enseigner. Mais ce n'est pas parce que je t'enseigne que je suis au-dessus de toi. C'est juste que dans un domaine particulier, je vais pouvoir t'apporter une connaissance. Et en échange, tu pourras m'en apporter une autre. Et ce n'est même pas en échange, d'ailleurs, parce que tu n'as pas besoin de m'en donner une autre. Il y en a tout un tas d'autres qui vont m'apporter. On s'apporte tous. On le fait déjà, c'est ce qu'on conditionne à une laisse. Dès lors qu'on a retiré le maillon problématique qui crée tous les autres, la corruption, l'argent, le savoir, comme je disais tout à l'heure, si on regarde au fond de nous-mêmes et qu'on arrête de se mentir, on le sait, on sait comment ça doit marcher, on sait qu'on doit partager, on savait, on fonctionnait comme ça. Par contre, nos parents nous ont appris, selon les parents qu'on a eus, mais bref, on nous a déjà conditionnés à nous soumettre à l'autorité parce que nos parents, quand ils disent quelque chose, on se tait, on écoute, point barre. Puis ensuite, ça a été la maîtresse, la directrice d'école, la police, la justice et ainsi de suite. Tout ça sans qu'on ait réellement à étudier vu qu'on nous a conditionnés à le subir. C'est comme ça, tu te tais et tu fais comme ça. Sauf qu'en plus, derrière, à l'école, on t'apprend aussi, alors qu'on te parle d'égalité, sur les frontons de notre superbe République, c'est égalité, liberté. Je l'ai même oublié tellement c'est dégueulasse. Mais on se fout de ta gueule à tous les étages. On n'en applique pas un mot et on t'apprend l'inverse. Et ça ne nous pose pas de problème. On l'apprend gentiment, 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 gentiment. On nous apprend la compétition, on nous apprend à nous bouffer les uns entre les autres dès l'école, jusqu'au moment où on arrive dans des études supérieures, où là, carrément, on arrive à justifier le fait que, ah oui, non, mais lui, vu qu'il a quand même pas accepté de se plier à ce système, c'est normal qu'il soit payé des clopinettes et qu'il vive comme un moins que rien. Alors que moi, qui ai accepté quand même d'aller jusqu'à Bac+12, il est normal que je sois payé des fortunes. Sauf que si on reprend les choses 30 secondes en les regardant en face, comme je dis, de remettre les choses, ça va tout remettre dans le bon sens, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement inversé que plus on est vertueux et plus on va dans le bon sens, et moins on vit correctement. Les gens dont on a le plus besoin, à savoir les paysans, ne vivent même pas de leur propre travail. Sans les subventions, ils ne survivent pas. Alors que des gens aussi inutiles que moi, qui ne fait que de l'informatique, je ne fais que programmer des 0 et des 1 sur une machine. Ça sert fondamentalement pour le bien-être de l'humanité, sa survie et ainsi de suite. En termes d'utilité, je pense qu'on peut faire vachement mieux. Ne serait-ce que la discussion qu'on a ce soir, vachement plus utile pour l'humanité que tout ce que j'ai fait jusque-là en termes de professionnel. Par contre, on paye une fortune pour faire ça. Ah, super, continuons. Et ça, on le voit partout. À partir du moment où on retire tout ça, on remet des choses dans le bon sens. On va arrêter d'accepter que des paysans se suicident alors que c'est grâce à eux qu'on survit. Et si on commence à accepter, parce qu'on le constate, c'est moi quand je vais faire mes courses à chaque fois, je suis bien content d'avoir tout ça qui continue à arriver dans mes magasins. C'est bien parce qu'eux, ils continuent à le faire, parce que s'ils le font aujourd'hui, c'est que c'est des gens passionnés. Donc demain, si on retire l'argent, qu'on leur retire leur laisse, même s'ils n'ont pas tout compris, pour la plupart des gens,
c'est pour ça qu'il suffit d'une petite masse pour faire cette transition, c'est qu'ils vont tous constater que de fait, on vit tous mieux. De fait, on ne veut plus de la merde. Celle qu'aujourd'hui qu'on accepte, celle qu'on va acheter. Parce que on n'a pas le choix, vu qu'avec la laisse qui nous vu que c'est eux qui distribuent, ils choisissent comment on répartit l'argent. Donc, vu que plus t'es bas, moins tu as le choix, tu t'achètes pas forcément ce que tu veux, tu t'achètes ce que tu peux. Mais dès lors qu'on t'a retiré tout ça, t'en veux plus. Donc, c'est ces mêmes gens qui le produisent. Et vu qu'ils n'ont plus de problème, vu qu'on leur a retiré leur laisse, il n'y a plus de problème de comment je paye mon loyer, comment je paye mes factures, comment je paye ceci, comment je paye cela. Il n'y a plus à payer, vu que ça existe déjà, on le fait. Point. Donc demain, quand ils n'ont plus de travail, ils ne se retrouvent plus à se faire des psychoses comme aujourd'hui, avec mais comment je vais toucher mon chômage? Mais tu t'en fous, tu n'en as pas besoin. L'humanité, elle continue à vivre. Elle va juste pourvoir à tes besoins. Et toi, tu n'as plus qu'une question saine et naturelle. Comme je dis, on remet les choses dans le bon sens. Qu'est-ce que tu as envie de faire de tes journées? Comment tu veux contribuer à l'humanité? Et ça refait tout et ça remet tout dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, on a eu tous les gens qui partent dans les complotismes et compagnie, ils ont peur de la technologie. Moi qui suis dans la sécurité informatique, typiquement avec le hacking, clairement, tu fais psychoter les gens. Mais ne serait-ce qu'avec l'IA, avec la robotique et tout ça. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, dans un monde cannibale, bien sûr que cette technologie, elle est faite pour nous asservir. Elle est faite pour maintenir le pouvoir des plus puissants que nous. Mais une fois qu'on leur a retiré leur puissance, parce que ces gens-là, sans les petits bras ils font rien du tout. Eux, hein. On en revient à ces 1% qui juste décident comment on répartit le gâteau. Sinon, ils ne servent à rien. Nous, quand on reprend le pouvoir de décision sur nous-mêmes, on reprend le pouvoir de décision de qu'est-ce qu'on fait de cette technologie. Et les robots Boston Dynamics qui font comment on veut se rebeller? Pourquoi on voudrait se rebeller contre ces gens-là? On a perdu d'avance, ça ne sert à rien de toute façon. Ça ne sert à rien d'aller se battre. Ces robots, ils peuvent très bien servir, plutôt que de nous asservir, à faire toutes les tâches totalement ingrates, à savoir que demain on retire l'argent, il y a tout un tas de métiers tellement ingrats, qui voudra les faire? Qui a envie d'être éboueur? Et merci à eux de faire ce travail. Et merci à eux de continuer à le faire si jamais on arrive à faire cette transition, le temps que tout le monde le comprenne et que ces robots servent enfin à les remplacer. Mais toute cette technologie, elle peut servir justement à ce qu'on ait moins de travaux, qu'on ait plus de temps pour nous, qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse voir, constater. Parce que demain, quand les gens, ils n'auront plus à se poser la question de comment on mange, comment on se loge, comment on se chauffe, ils vont voir que la bienveillance, on l'a en nous. Naturellement, on n'a pas envie de vivre dans le conflit et on n'a pas envie de chercher la merde à côté. Naturellement, moi, je ne connais pas grand monde, à part des gens qui ont des problèmes psychologiques. Et ça, effectivement, on ne va pas les retirer. On ne parle pas d'un monde de bisounours ou d'un monde parfait. Les gens qui ont des problèmes psychologiques, les crimes passionnels et tous ces trucs-là, malheureusement, l'homme, il ne sera jamais parfait. On ne peut que y tendre toute notre vie. On peut essayer d'y tendre pour les plus vertueux. Mais ça existera de toute façon. En attendant, on remet tout le système dans le bon sens parce qu'on a retiré les corrupteurs. Et naturellement, on ne veut pas le mal-être de ses enfants, on ne veut pas le mal-être de son prochain. Et que quand on nous a retiré tout le conditionnement qu'on nous met à l'école, en fait, qu'on nous apprend à accepter, on nous apprend à accepter un système qui fait des castes, qui fait des classes, qui fait des niveaux, qui fait qu'on accepte de regarder des gens en dessous, qui fait qu'on accepte de se bouffer. Le problème, c'est toujours celui qui est en dessous et pas celui qui est au-dessus. Oh, mais allez regarder la répartition des salaires. Quand tu gagnes 3 000 balles par mois, tu fais partie des 20% les plus riches. Quand tu gagnes 3 000 balles par mois et que tu vis sur Paris, je peux te garantir que tu es tout sauf riche. Hein, parce que surtout, si tu veux manger à peu près correctement. Une fois que tu as payé ton loyer et ta bouffe, avec 3 000 balles par mois à Paris, il te reste walou. Ouais, surtout à Paris. Ouais, je sais, ça fait pas si longtemps que ça que j'en suis parti. Surtout à Paris. Hein. Je suis bien content d'en être parti, je reviendrai pour rien au monde. Tu peux trouver de grosses sommes à Paris, mais plus tu vas trouver de sommes, plus tu vas trouver que la vie est chère. Oui, et encore, donc quand tu gagnes 3 000 balles, tu fais partie des 20% des Français les plus riches. Mais ça, c'est la pyramide des répartitions des salaires de 2017. Je n'ai pas vu depuis. J'imagine que de toute façon, vu de toute façon, l'entonnoir se réduit, c'est encore pire aujourd'hui. Jusqu'où on va devoir aller pour que les gens le comprennent et qu'on arrête ce système totalement stupide alors qu'il suffit juste de retirer notre laisse.
Un bon ingénieur libéral, tu fais facile tes 6 000 et 6 000 $ par mois, facile. De moins en moins. Alors, bon, là aujourd'hui, quand tu fais la pico, quand tu es compétent, si tu arrives à faire. Tout ça, à bien chiffrer, tu arrives à rentrer dedans. Tout ça, ça tient sur une. Après, il y a les impôts quand même. Tout ça, ça tient sur des représentations communes, non? C'est quoi qui tient tout ça? La représentation commune. Bah, c'est quoi qui... Oui, c'est la représentation commune. Or, la représentation commune, elle réside dans le cadre de la projection mentale de l'environnement dans lequel on vit. On fait vivre la projection mentale de notre environnement. On est de regarder le conditionnement qu'on nous a mis, accepter tous les mensonges qui sont en nous, et une fois qu'on les a acceptés, et ben c'est très facile. La solution, elle coule de source, elle va avec en fait. Une fois qu'on le regarde et qu'on l'accepte, juste arrêter de le regarder chez l'autre, le regarder chez soi, et on comprend la solution parce que fais pareil et tu verras que tu comprendras la solution. Les gens la comprennent, la solution. C'est que les gens l'ont réfléchi, cette solution. Les gens pensent qu'ils sont égaux, qu'ils sont libres, qu'ils ne devraient pas exister dans un monde où ils devraient être esclaves. Mais maintenant, entre eux, comprendre le monde, parce que si on arrive à prendre du temps avec les gens, ils voient bien que le monde n'est pas ordinaire. Mais pour eux, le monde a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'ils restent sur la modélisation active et ils n'ont pas de projection en dehors du monde, de la réalité projetée. Ça veut dire de dire, mais comment on va faire pour changer ça? Je suis seul face au grand tout, et donc si je peux pas, comment je vais faire pour le changer? Et à titre personnel, puisque la personne se voit seule, elle y renonce. Là, les gens s'auto-persuadent par la force qu'on va se lever, que ça va péter, ou ceci, cela. Mais le système, c'est le système Babel. C'est-à-dire qu'il a fabriqué autant de forces de sécurité, autant d'individus. C'est-à-dire que l'art du diviser pour mieux régner, il est tellement bien étalonné que cette zone d'équilibre où on est capable de tout emmener ou que ça pète partout, fait que les masses critiques à pouvoir retourner le système d'un point de vue avec force n'est pas atteinte déjà dans la masse critique, et en plus de ça, où les forces de sécurité qui nous assiègent ne sont pas l'ennemi de guerre d'antan, ce sont des forces de sécurité intérieures qui permettent à un État intérieur de contrôler l'ensemble des populations et de contrôler leur cadre de vie, leur système monétaire, leur système de justice et tout le système sécuritaire qui est propre à notre propre environnement. Donc, c'est un ennemi jamais encore déclaré et jamais vu dans l'histoire de l'humanité où cet ennemi, dans le cadre de nos sociétés, dans nos États, dans nos États de cité-État, fait que nous ne l'avons jamais rencontré, ce cadre-là, c'est-à-dire dans des systèmes qui ont été des systèmes de monarchie, où l'État a toujours fonctionné pour l'État, où on était une entité, même si c'était très féodal. Là, dans le cadre de la République, qui est censée être démocratique, prend un cadre de figure où on se retrouverait dans des espèces de dictatures, de républiques bananières, et non, en plus, en n'ayant pas la structure d'une république bananière, mais bien un système répressif et d'outillage qu'aucune république bananière ne pourrait avoir. On est à la pointe des armes techniques et technologiques telles qu'il pourrait sortir des canons à son pour que tu dégages. Tu n'aurais pas la capacité de lutter. Le système d'armement, ou même entre les populations que sont des simples manifestants en t-shirt ou en manteau, face à des équipements que les gens n'ont pas rencontrés. Et donc, il y a beaucoup de palabres sur l'ensemble des populations et de l'analyse de qui sont ceux qui sont en haut et qui sommes-nous, nous sommes ceux qui sont en bas. Et donc, on essaye de s'auto-persuader d'une entité de travailleurs, de Français, de citoyens, de démocrates, où on essaye de se approprier une identité, de se faire reconnaissance
en tant qu'étiquette ou politique ou individuelle ou de groupes socioculturels qui seraient aux prises ou mises à mal par un pouvoir qui détiendrait la clé de notre propre souffrance, ou, en fin de compte, nous serions pris en otage par des gens qui nous voudraient du mal, et dont, en fin de compte, on ignore l'omnipotentialité potentielle des êtres humains déjà à se comprendre, et l'environnement qui nous entoure face, en vérité, à un problème qui est tout autre et qui relève de l'entendement. C'est là où c'est le plus difficile. Cette perception cognitive, elle est biaisée dès le départ. Voilà. Oui, mais ce qu'il y a de bien dans ces perceptions, c'est que ça reste des perceptions. Donc finalement, il y a juste à changer la perception des gens pour qu'ils pensent différemment et qu'ils agissent différemment. Bah, oui, là, on se retrouve avec le film avec Ronaldo DiCaprio, Inception. Les gens vivent dans un rêve, ils sont immergés dans ce rêve, et ils sont aux prises face à un pouvoir central qui veut les écraser et qui leur veut du mal. Alors du coup, c'est vrai que la réalité des personnes là, réveiller tout le monde en disant le monde n'est pas tel que vous le voyez, il est d'une toute autre nature. Ceux qui sont aux commandes ne sont pas de la même nature. Ils vous montrent simplement autre chose. Certes, on doit se réunir, mais dans le rapport rationnel à comprendre ce que nous verbalisons dans le verbe et dans le code législationnel qui fait que nous sommes capables d'analyser de raisonnement, face au fait que nous renonçons à un monde matériel, physique et matériel, où nous voulons que cette matérialité nous appartienne, et nous appartenons à la création, nous le revendiquons, nous le savons, et grosso modo, nous passons à autre chose. Voilà, c'est là où il n'y a pas la même vision de ceux qui sont aux commandes entre monsieur, madame, tout le monde, et le regard que je peux en avoir, qui est totalement différent. Du coup, c'est totalement différent. Selon toi, quel rôle, selon la loi, quel rôle on a, quel rôle on est censé, quel rôle t'apparaît pour nous, l'humanité, quelle place on devrait avoir en fonction de ta grille de lecture, et pourquoi? Bah, nous, on est... je ne sais pas si vous connaissez Michio Kaku. Non, pardon. Michio Kaku, c'est aussi un physicien. On parle de civilisation en classe 0 et en classe 1. On est dans une civilisation qui a long à acquérir le fait d'être en phase 0, je dirais, moi, plutôt, selon le barème de Michio Kaku. On serait vraisemblablement une civilisation qui a long à atteindre un stade 1, et donc nous apercevoir que l'univers a une réglementation, qui a eu la volonté d'autres individus de nous piloter jusque-là, et là, ils ferment les robinets en disant on les laisse, on regarde s'ils se réveillent, et s'ils se réveillent, donc c'est qu'ils sont prêts. Voilà, ils sont prêts, c'est-à-dire qu'on va sortir de notre œuf, on va dire merde, cette planète, là, on va comprendre le nombre d'or, machin, on va comprendre que c'était là il y a super longtemps, et que toutes ces, ça veut dire que même sur des fossiles, sur des endroits à des endroits de cette planète où l'homme n'existait pas sur cette planète, on retrouve ces traces-là, et que fondamentalement, l'homme n'y existait pas, et donc ça vient d'ailleurs. Quand on aura compris ça, on aura compris que ceux qui nous ont amené ça ne sont pas de la même nature, qui sont déjà là, et que, grosso modo, on va pouvoir discuter. Mais qu'on aura compris qu'on aura renoncé, et qu'on sera capable de ne pas être un danger pour notre propre espèce. C'est ça qu'il nous reste à accomplir. Et c'est pour ça que je me bats, parce qu'en fin de compte, là, ils sont en train de lâcher la roue libre, et en fin de compte, de notre comportement à réveiller notre propre nation, et c'est la France qui est visée, et dans le cadre de bien se réveiller,
fait que nous risquons à la fois de très gros dégâts sur l'ensemble des populations humaines, c'est-à-dire que cette phase de vaccin, virus, machin chose, de pandémie, machin chose, c'est un système d'alarme qu'il faut qu'on s'auto-empoisonne parce qu'on n'est pas capable d'analyser, mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est là où il faut se rendre compte. Alors, il y a ces histoires de QAnon, de machin chose, ceci, cela, parce qu'à un très haut niveau, ils sont déjà préparés. Mais grosso modo, cette épreuve, c'est l'ensemble des populations qui doivent la relever. Et donc, ceux qui pilotent le tout ne sont pas là pour éviter qu'on ait à passer cette épreuve, sinon c'est comme si on avait triché. Et c'est donc aux populations de faire le travail intrinsèque, intellectuel, d'avoir la compréhension du monde dans lequel on vit, dans le cadre de ne pas être nuisibles les uns vis-à-vis des autres, mais en plus de comprendre la réglementation qui fait de nous des êtres humains et non pas tout simplement de la matière inerte ou que des estomacs sur pattes. Et que nous avons d'autres ambitions que nos petits désirs personnels, mais que nous appartenons et que nous ayons une vision beaucoup plus grande sur à la fois l'histoire de l'homme et de l'humanité, sur l'historique de ce qui nous est arrivé, mais en plus des hommes à exister dans l'univers tout entier et dans le déploiement que nous avons à franchir ou à parcourir pour l'avenir de l'ensemble de cette humanité. Ça n'est pas rien. Et c'est de la lucidité dont il faut faire preuve. Mais ce savoir, il était déjà dans les livres les plus anciens et les gens sont encore dans des principes de croyance alors que l'ensemble de ce qu'il y avait dans ces ouvrages aurait dû nous faire comprendre et connaissance que nous sommes des êtres empathiques et que cette empathie, c'est aussi le moyen de communiquer et l'art de ne pas se nuire en tant qu'espèce et dans le cadre peut-être de croiser d'autres interespèces et de vivre en paix. On cherche de la vie ailleurs alors qu'il y en a plein tout autour de nous et nous avons désappris le fait d'exister en communauté. C'est là le plus abominable. Nous sommes plus nombreux que jamais et tout en étant plus nombreux que jamais, nous avons désappris le fait de vivre en nombre. C'est paradoxal, mais c'est ce qui est arrivé. C'est que le système a besoin de cette division pour pouvoir perdurer, et plus il presse le citron et plus il a besoin de cette individualité, c'est quelque chose qu'il a créé. Non, le système ne l'a pas créé. Le système, il a généré les champs des possibles et l'épreuve de l'homme à la surmonter. C'est comme si. C'est par nos mensonges cumulés, la continuité de ces mensonges, que bien évidemment, cette épreuve devient de plus en plus difficile. Et effectivement, que l'accumulation du savoir à acquérir, qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend quand même dans le système. C'est quand même ce système qui nous apprend à nous bouffer les uns les autres. Techniquement, non, parce que le problème, c'est que c'est comme si tu dis, le feu, il a été inventé pour nous brûler. Alors, quand il arrête l'hiver, c'est ça qui est paradoxal. Je ne remets pas en question que le premier menteur, c'est nous. Le problème vient de nous tous qui devons nous remettre en question. Je ne dis pas le contraire. Mais pour en arriver à là où on en est, bien évidemment, c'est des mensonges qui cachent des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges. Pour en arriver au fait d'accepter l'abrutissement de ses propres enfants. J'ai fait tout un tas de formations, j'ai arrêté d'en donner parce que justement, je ne pouvais plus transmettre tellement on est arrivé à un niveau de… Là, il faut comprendre que le savoir universel, il est posé là depuis perpète les oies. C'est-à-dire qu'ils l'ont posé, ça veut dire que là, tu as le savoir de tout l'univers tout entier. C'était posé là et ils le mettent partout. Il est absolument partout. C'est-à-dire que tu veux savoir comment pense la civilisation la plus élevée de l'univers, tu as ça. Point barre. Mais ça, c'est la civilisation la plus élevée de l'univers et donc le savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il y a je sais et il y a je sais pas. Nous, on est dans le cadre de je sais pas. Maintenant, quand tu veux savoir, tu as le savoir, mais il n'en manque pas un bout. Il n'existe pas d'entre deux. Il n'existe pas entre je sais et à moitié. Il y a soit tu sais pas. Et donc, la problématique, c'est que là, tu sais, mais il y a la totalité du savoir de l'univers. Les lois qui régissent l'espace, le temps, absolument tout. Et donc, il n'y a pas d'entre deux. La vérité, ça ne se négocie pas.
Et la problématique, c'est que pour nous apprendre que nous existions et que nous devions faire attention à nos semblables, c'est ça qu'ils nous ont appris à nous enseigner. Ils ont fait en sorte qu'on puisse voir à la fois sur des écrans des crimes, des machins, tout ça, pour nous dire, pour savoir nous dire, mais vous avez un système empathique. Tu te rends bien compte que ce que tu regardes là, c'est pas normal. Simplement, il y a une partie d'entre nous qui se sont habitués au fait qu'on puisse assassiner des gens en direct. T'as vu? Oh, t'as vu, c'est passé ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens parmi nos semblables qui ont un système d'empathie qui est défaillant ou qui n'ont pas une réaction adéquate. Voilà, leur instinct de survie est tellement important qu'ils préfèrent faire comme si ça n'existait pas, ou ils se défaussent, ils font en sorte de garder l'instinct de survie, c'est-à-dire leur petit cadre, leur petit précaré, comme si rien ne les concernait, et en fin de compte, comme chacun fait un petit peu de la sorte pour beaucoup d'individus qui n'ont plus les capacités ou la hargne de prendre les choses à bras le corps ou de dire, écoute, Coco, ça s'arrête là maintenant, et qu'on est de moins en moins nombreux, eh ben, il faut veiller à ce qu'il y ait certains qui portent les bannières pendant que les autres se relèvent. Et donc derrière, quand on est de plus en plus nombreux à s'apercevoir qu'il y a une défaillance, surtout échanger entre nous en rationalité, ça permet de montrer que le système limbique fonctionne correctement et qu'on n'est pas parti dans des délires mais ou en mode paranoïaque, parce qu'on est vraiment dans une société de psychopathes, il faut bien s'en rendre compte. Exister dans une société où en mode tranquille, tu passes dans la voiture en disant bah il y a des gens qui crèvent, machin chose, et puis tu t'en vas au restaurant le soir, sans que ça puisse te traumatiser, c'est que tu es un psychopathe en puissance. Faut bien s'en rendre compte. Être capable de croiser des êtres humains ou de voir la misère humaine sur la Terre en disant bah aujourd'hui tout va bien, c'est vraiment que tu es un déséquilibré mental, mais à un niveau, c'est du high level. C'est du high level. Dire je suis un être humain et d'accepter de voir ce qu'on voit sur la Terre en disant je suis un être humain sans que ça te fasse rien, c'était un grand psychopathe. C'est pour ça, moi, quand les gens me disent ouais, bah, Dieu, ça n'existe pas. Si tu sais pas définir l'image et donc le rapport d'unité que tu peux, hein, c'est que tu sais, pour moi, tu es à ce niveau-là, tu sais pas ce que dire. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui savent pas tout et qui sont dans la démarche, mais quand on me dit on croit en Dieu et que je dis bah comment tu fais pour m'exprimer ça, moi je te le dis, mais derrière je t'envoie toutes les formules mathématiques qui vont avec. C'est ça la rationalité. Dieu c'est vérité, et donc forcément dans les livres des dogmes, moi je n'y lis que ça. Alors moi justement, moi qui ne suis pas croyant, mais je ne remets pas en question ni la création ni le créateur, ni quoi que ce soit. J'ai une petite question pour les croyants, juste pour qu'ils réfléchissent. Bah, c'est pas une histoire de croyance. Dans les dogmes. Bah, justement, si on est égaux, pourquoi il y a la charité? Pourquoi il y a besoin de faire la charité si on est égaux? Ben justement, parce que le problème, c'est que quand ils ont donné les livres des dogmes, ils savaient très bien que les gens ne sauraient pas les lire. Ils savaient que les gens ne sauraient pas les lire, mais ils ont pensé que les gens feraient l'effort de savoir en vérité, puisqu'il fallait aller donc vers Dieu, vers la vérité, verbaliser le principe, pour pouvoir acquérir la notion de savoir et de connaissance et les notions d'équité. En attendant, comme tu sais rien du tout, tu vas apprendre savoir, comprendre, l'équité, et donc en attendant, tu feras la charité. Parce que tu vois bien que travaille ton système empathique, parce que ça n'est pas normal. Simplement, chez certains, ça s'est transformé en truc coutumier, et grosso modo, comme si la misère humaine, ça devait être un truc traditionnel qu'on devait fêter chaque année, et puis qu'il y ait des gens qui puissent crever la bouche ouverte. C'est juste pour dire, Coco, quand est-ce que tu vas t'apercevoir qu'il y a un truc qui ne va pas chez vous? C'est un processus. Hein. À un moment donné, bon, faut que les gens ils se réveillent. Donc là, ils se disent, t'as vu, on leur a filé ça, on leur a bâti des trucs incroyables, il n'y a personne qui se pose des questions, ils n'en ont rien à foutre ou quoi. Donc ils stoppent la machine. Les mecs, ils stoppent la machine en disant, mais il faut que ça s'arrête, quoi. Et l'homme n'a pas d'analyse ni de recul sur l'histoire de l'humanité et de savoir en vérité qu'est-ce que peuvent posséder l'ensemble des civilisations, les cultures, leurs ancêtres ou quoi que ce soit, et n'ont jamais fait de recherche de vérité
les hommes ne sont arrêtés pour notion d'intérêt. C'est là où, en fin de compte, c'est problématique et on se retrouve avec une société qui est frustrée, castrée de ne pas pouvoir vaquer à ses occupations, aller au café, j'en passais des meilleurs, c'est quelque chose d'abominable. Et derrière, à s'assembler derrière des leaders ou des pseudo-potentats potentiels avec des potentialités plus que doutables, dans le cadre effectivement de réformer la société humaine. Et Dieu merci, heureusement, ça n'aura pas lieu, et que ceux qui sont encore aux commandes le soient, et nous permettent un jour, et nous permettent d'ici peu, si on est capable de rationaliser, d'ouvrir cette porte tous rationnellement, et en disant, bah, c'est bon, on s'arrête là. On ne peut pas laisser le monde entre les mains de psychopathes. Et le problème, c'est que les hommes, en voulant rationaliser dans le cadre rationnel ou la société de consommation ou le cadre d'exister dans un monde de merde, c'est leur monde rationnel, forcément que lorsque tu vas avoir une force d'analyse, eh ben, c'est de l'ordre de l'irrationnel, en pensant que effectivement le système qui nous a fait évoluer jusqu'ici, où on est 7 milliards et demi d'individus, n'est là que pour nous tous nous assassiner. La réponse, c'est pas ça. Et là, il va falloir que les hommes, ils acceptent d'avoir une autre grille de lecture. Et c'est hyper important. Sinon, c'est qu'on n'a pas compris. Et du coup, tu le crois possible, ça? Bah, c'est possible parce que. Bah, évidemment que tu serais pas là sinon, mais je veux dire, tu le veux, de toute façon, on voit bien de toute façon que c'est difficile de prévoir. Je pense que on a en France les générations qui nous succèdent, ça veut dire chez les jeunes, bon, il n'y a pas que des débiles, hein, donc. On a, bon, c'est vrai il a fallu bousculer des coudes, il a fallu taper. Je suis encore pas mal dans des affaires politiques. J'emmerde les gens partout où je peux. Et c'est surtout pour que les gens puissent avoir la capacité d'analyse et de réflexion. Alors il y a des gens, ce que je dis, bah ça les dépasse et ils comprennent pas. Je vais pas leur dire de se réformer, bien ils aient atteint un certain nombre d'années. Bien sûr, je compatis, mais tout en sachant qu'ils vont dans la mauvaise direction. Maintenant, tu auras du mal à les faire changer. Maintenant, on va se retrouver avec des populations plus jeunes qui vont être frustrées, qui vont être brisées dans leur élan à vouloir exister dans la société de consommation et qui ont beaucoup plus de potentiel ou de souplesse d'esprit à avoir l'entendement et l'analyse nécessaire de comprendre ce que je raconte sur l'ensemble de l'histoire humaine et, en fin de compte, pourquoi on est bloqué là. Et c'est là où ces jeunes, ils ont donc des grandes capacités de communication. Ça va permettre de tisser plus rapidement un réseau qui sera beaucoup plus solide dans la capacité d'analyse. Et comme on est en France, cette notion d'analyse, elle va se répercuter. Et donc, ça va porter ses fruits à un moment donné. Il ne faut pas penser que je sois le seul capable d'analyser de cette manière-là. Oui, on a eu de bons professeurs, tout ça, mais il y a aussi de grands scientifiques, il y a aussi des gens qui sont intellectuellement bien dotés, qui sont en phase à comprendre ce que je dis. Il y a des gens qui travaillent déjà dessus. Il y a des gens qui ont pris beaucoup de recul, qui ont fait beaucoup d'analyses, ils comprennent un petit peu plus comment ça fonctionne. Et il y a des gens qui sont coincés dans ces sphères-là, qui sont en train de réanalyser leur parcours, pourquoi ils sont rentrés dedans. J'ai eu des amis qui y sont rentrés, qui sont décédés. Il y a tout un tas d'événements qui font que on doit prendre du recul avec le système gardien. On doit comprendre comment ça fonctionne. C'est là depuis très très longtemps. Comprendre le comment du pourquoi sans se braquer. Une fois qu'on a compris le comment du pourquoi, on sait que c'est entre nos mains, qu'on soit suffisamment nombreux et qu'on rentre en communication avec ceux qui sont là pour pouvoir dire, bah, OK, on a compris, et derrière, on arrive à faire cet élan sociétal avec l'ensemble des populations, de révolutionner notre modèle sociétal et en fusionnant l'esprit de demain avec celui d'aujourd'hui, en remettant en place le fondement de la société dès sa base, c'est-à-dire
dans la base du système éducatif qui fait de nous et de nous réapprendre comment nous existons en tant qu'être humain. C'est donc un savoir qui existe sans l'aide de moi-même, sans l'aide de personne, mais dont la clé de lecture nécessaire est passée aujourd'hui par moi. Moi, je la travaille, je la cultive de façon à la garder intacte pour que les générations d'après puissent la récupérer, qui font que quand je serai passé, cette grille de lecture qui est la valeur de l'esprit, et donc dont la valeur infalsifiable est de Dieu de par la loi, dans le cadre de la grille de lecture, permettra à l'ensemble de l'humanité d'exister grâce à ceux qui nous l'ont légué. Et ça, ils sont encore là depuis des millénaires et qui nous ont permis de nous piloter, qui font qu'ils n'étaient ni amis ni ennemis, mais qui étaient en sorte qu'ils sont placés là devant nous, dans l'adversité, à nous affronter nous-mêmes dans notre propre nature et notre propre médiocrité. C'est l'homme, il n'a en fin de compte que l'homme lui-même a affronté, et l'esprit qu'on a torturé à vouloir être ou paraître quelque chose au-delà de ce que, tout simplement, de ce que l'on est. On n'a pas besoin de se prendre pour quelqu'un d'autre. On est juste soi. C'est ça qui est beau. Voilà. Et quand tu regardes des enfants, tu t'oublies toi. Tu t'oublies toi, tu sais qu'ils sont là. Et ça te rappelle toi, quelque part. Voilà. Et les moments où tu rigolais avec tes petits camarades, tout ça. Et il y a ça, moi, j'ai toujours été un gamin très oisif et j'étais heureux. Et ces souvenirs, ils ne m'ont jamais manqué. Et parce que j'ai toujours eu ce soleil avec ça, pour ça, même dans les pires moments, j'arrive à garder le sourire. Ce soleil, il s'est accroché à moi quand j'étais gamin. Et même quand je me bagarrais, je rigolais. Et je souriais tout le temps. Et c'est parce que j'aimais vivre et j'aimais voir les autres gamins. Je me suis toujours battu plus fort parce que j'aimais voir mes amis heureux. J'aimais pas les gens qui faisaient la loi du fort. Mais et même dans les pires moments, tu te rappelles que ceux qui sont partis, ils t'aimaient et ils étaient sincères. Tu t'es toujours t'as toujours eu des amis sincères. Et c'est ça qui fait que les gens ne meurent pas. Ils ne meurent pas parce qu'ils t'ont donné une partie d'eux qui était du soleil. Voilà. Et ils sont nombreux. Quand tu vis, tu vois, partout où tu passes, où tu as été, où tu as voyagé, tu as croisé beaucoup de monde. Hein. À partir d'un certain moment, les gens qui t'ont enseigné sont déjà plus là. Des camarades que tu as pu avoir, gamins, il y en a qui sont plus là aussi. Ça en fait un paquet, donc ça dépend plus des parcours où tu as été. Il y a des gens, ils partent plus ou moins brutalement, mais tu sais que les gens, ils ont été honnêtes avec eux-mêmes, ils n'ont pas eu tout le savoir de tout ce qu'il y avait là, mais ils ont échangé des valeurs humaines en le faisant en toute humanité, et jamais dans le fait de vouloir du mal. Être suffit, je le dis souvent, hein, être suffit, hein, ça pourrait se réduire qu'à ça. Être suffit, être justement, c'est ce qu'on devrait avoir comme statut en tant qu'être vivant, et tout vivant devrait avoir ce statut. À partir du moment où le vivant il apporte. Parce que le crocodile c'est un crocodile, parce que la gazelle c'est une gazelle, et nous aussi on est censé apporter, et c'est là-dessus c'est une évidence, mais c'est vrai que il nous a fallu mais bien voir ce qui est, parce que quand on calque ce qui est, vu nos biais cognitifs, nos mémoires analytiques, émotionnelles, etc., on déforme en permanence ce qui est. On regarde. Ouais, c'est là où on doit comprendre qu'en fin de compte, on est beaucoup le mélange de ce qu'on a partagé avec les autres. C'est énorme ce que ça peut nous construire. Il y a des bons professeurs, des mauvais, mais ceux qui pèsent le plus dans la balance, c'est pas tant les traumatismes qu'on peut avoir,
c'est réellement ceux qui nous ont laissé du cœur. Ça pèse énormément, les gens qui vous ont amené du bien. Voilà, ces gens-là, ils vous rendent plus fort à un niveau où ce qu'ils ont donné, ils l'ont donné toujours avec la grande sincérité, avec grande largesse, comme si ils déposent leur cœur à un endroit là, une table, un repas, ce qu'on partage, et ils attendent rien en retour. Et en fin de compte, ce qui fait que tu vas pas développer de rapports vénal les uns avec les autres, ou quand il n'y a pas de rapport de force ou de concurrence. Ce qui fait que les gens t'aident à te développer intellectuellement correctement, sans vouloir dominer qui que ce soit. Et cette culture du partage, ce que le rugby m'a appris, c'est phénoménal. Quand tu es gamin, tu es dans le milieu du rugby, tu as ces notions de partage, que tu apprends que l'adversaire, ça se respecte, parce que sinon, il n'y a pas de match, t'imagines le dimanche sans match, il n'y a pas d'adversaire parce que vous vous entendez pas avec l'équipe d'en face qui vous devait jouer. Alors là, du coup, t'es emmerdé parce que du coup, tu aimes bien ton rugby. Et en fin de compte, il y a la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, c'est vrai, on va se bousculer pendant les deux mi-temps parce que tu apprends ça quand t'es tout petit. Donc, du coup, des fois, bon, t'as des petits caractères, mais en général, tu fais attention à pas on se donne des bons coups hein, quand même. Mais tu sais qu'après, il y a la troisième mi-temps, on va bouffer, et puis tu sais pas, l'autre, il a une tête comme ça, après tu te dis, bah après, j'irai discuter avec lui. Il a un look de Jamaïcain, ou l'autre, il a un look de machin chose. Tu discutes, ouais, tu les as eu, tes trucs, tes machins. Tu sais, on sait pas parce qu'on se connaît pas, des fois. Mais en fin de compte, tu vois les gens, on se regarde, on jauge selon les gabarits. Ah, lui, il a l'air costaud, machin chose. Puis pendant le match, tu dis les costauds, mais il tient pas debout. Mais tu vois, tu fais des rencontres comme ça. Mais tu apprends que ceux avec qui tu dois jouer, tu dois les respecter. Et en plus de ça, ils ont ramené à bouffer pour que quand on a fini les demi-temps, on aille bouffer ensemble. Les familles ramènent. Et ouais, donc, dans le code Bushido aussi, il y a beaucoup de choses. Typiquement, dans le Aikido, c'est un partenaire. Il y a pas de, comme c'est un art de défense, par définition, il ne peut pas y avoir de combat de Aikido, puisque c'est un art de défense, et donc c'est juste des partenaires. Et donc, du coup. Ça dépend. Oui. Aikido et Jiu-Jitsu, c'est le mix des deux. C'est un mix. Oui, mais c'est dans la tradition. Après, effectivement, loin de moi de minimiser son importance. Au contraire, non. J'ai touché un petit peu à tout ça, les arts martiaux de manière générale. Et c'est vrai que dans ce Aikido, il y avait beaucoup ce respect très martial, vraiment du code Bushido, où tu ne t'enjambes pas un adversaire, enfin un partenaire, tu ne l'enjambes pas, tu vas toujours à côté. Non, tu fais en sorte que ton adversaire le fasse. Quand on a plusieurs, que eux le fassent. Donc ça c'est redoutable, ça. C'était pour dire que effectivement il y a plein de choses. J'ai envie de dire tout a été écrit. On fait que reprendre. Hein. Mais quand t'as compris que tu peux pas enjamber un adversaire, t'as compris que quand il y a beaucoup d'adversaires, tu dois faire en sorte que ton adversaire enjambe son frère. Il ouvre la garde. Et oui, effectivement, c'était une parade aussi des armures très conséquentes. Des fois, il y avait des choses très simples. C'est des techniques de guerre. On était ingénieux. Je voyais les ninjas pour niquer pour niquer les hommes en armure. Ils éclataient, ils vidaient des œufs et ils les remplissaient de poudre de verre et ils claquaient ça dans les yeux des yeux des casques, et ça annihilait un gros malaise, ça l'annihilait en une fraction de seconde. On était créatifs à ce niveau-là, ça, y a pas de souci. Comme ils sont trop solides, il faut les attaquer dans les éléments beaucoup plus fluides, l'air. Wax, tu veux nous dire un dernier mot? Je pense que si, avec votre permission, voilà, ça fait 3h30. Écoute, merci Jean-Noël pour tout ça, d'avoir joué le jeu aussi. Je trouve que le format était assez sympa, puis ça m'allait plus.
Voilà, je trouve que c'était une bonne idée. Wax, est-ce que tu veux nous dire t'as un dernier mot sur ta parole, écoute. Écoute, j'ai rien de particulier à dire. Le but, c'était de faire comprendre la représentativité. J'espère qu'on a été clair, qu'avec nos différentes façons de voir les choses, de l'expliquer ou de poser des questions, on a pu en éclairer certains ou amener quelques pistes de réflexion. C'était le but. J'espère que ça c'était le but, exactement. Voilà, si ça a marché pour quelques-uns, j'en espère pas plus. Ouais, ça suffira, effectivement. On leur fait quand vous voulez si nécessaire. Et puis sinon, faut continuer, on lâche pas. Oui, de toute façon, c'est pas à nous de lâcher. On est sur un champ de bataille qui est assez spécifique. Et grosso modo, tout ce qui est en âge de pouvoir faire cette bataille dans la lucidité et effectivement pas dans le laisser-aller, parce que c'est une vraie bataille où on nécessite d'avoir de la discipline, du cadre. Vous laissez pas tomber à l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit. On joue la tête des générations futures. Ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Restez rationnel, un monde réel, dans le but toujours de faire progresser non pas une minorité, mais bien la majorité. Cette majorité réside dans la surexistence, dans l'existence, dans la survivance et dans la pérennité de notre espèce. C'est-à-dire, nous, les êtres humains, en être, en armes, en cœur, en conscience, dans le cadre d'exister. C'est une vraie guerre que nous faisons contre nous-mêmes et notre propre médiocrité, il ne faut pas l'oublier, et dont le pire ennemi de nous-mêmes et notre propre nature a justement dénaturé ce que nous avons et nous savons de notre vraie nature humaine, et en plus sur le fait de ne pas succomber aux tentations que seraient nos propres intérêts à ne nous tourner que vers nous-mêmes et non pas vers l'ensemble des autres humains qui composent cette grande population que sont notre espèce et dans l'art de la pérenniser. Merci, moi je terminerai avec la puissance de choix, et on a fait le tour toute la soirée finalement. Faire nos choix uniquement dans notre intérêt, c'est omettre volontairement un certain nombre de conséquences que ça peut avoir sur nos frères humains, frères et sœurs humains à travers toute la planète, mais aussi le vivant dont on dépend, dont on tire notre subsistance, dont on se nourrit. Et que donc faut bien prendre cette notion de choix et parce que c'est ce qui fabrique notre monde. Chaque jour que vous faites, il se fait parce que vous acceptez, qu'on le veuille ou non, des choses. La question n'est pas de juger, mais que votre journée se fait en fonction de vos choix. Il y a des choses que vous acceptez de faire et d'autres pas. Et c'est en ça que ça fonde le monde dans lequel on vit. Et donc quand on commencera effectivement à penser aux conséquences de nos choix, non plus individuellement mais bien pour le groupe, l'humanité et puis aussi pour le vivant, eh bien on sait qu'on est en accord avec l'ordre naturel, avec les lois physiques du monde qui subissent pas d'exception, donc ça sera de gré ou de force. Ça aussi, je pense que ça a bien résonné. Ces degrés ou de force, elles subissent pas d'exception. Donc c'est à nous de les accepter et d'arrêter de se mentir, hein, en premier lieu à soi-même. Voilà, alors je vous remercie, je vous laisse avec merci Jean-Noël, merci Wax, merci au chat, je vous ai pas vu mais j'ai regardé un petit peu, ça avait l'air de bien se passer, donc je vous remercie d'être là, je répondrai aux questions ou pour ceux qui veulent du chat, si j'ai le temps je regarderai, voilà. Bon alors je vous remercie et à très bientôt. Salut.